J'aime beaucoup bouger, alors je vous salue officiellement. Je remercie les gens qui me suivent d'une étape à l'autre, parce que j'ai l'impression que c'est ainsi que je fais une espèce de tour du pays. Mais après 2 ans de pandémie, ça m'avait manqué. Donc c'est vrai que je retrouve avec envie et avec plaisir, et le fait de parler, déjà de porter de l'histoire, de porter l'histoire, d'échanger, parce que je trouve qu'en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, en tant que passionné, si on ne fait pas ça, je ne vais pas dire qu'on ne sert pas à grand chose, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est vraiment apporter l'histoire, discuter avec les gens. Alors aujourd'hui, je vous propose, c'est la première aujourd'hui quand même, vous avez là, je suis fier d'être à Banyuls parce que j'aime beaucoup Banyuls. Je ne dis pas ça pour passer la commande, c'est le village de la côte que je préfère. Donc, je dirais la même chose pour Vancois, c'est vrai, ou Argelès, c'est Banyuls que je préfère. Moi j'irai rencontrer ma femme, c'est pour ça que... Et puis c'est pas la première fois que j'y viens. J'ai toujours été très bien reçu, très bien accueilli. Donc j'y viens avec plaisir, et je vous dis, pour présenter, alors oui, je ne fais pas le voyageur de commerce, ceci étant, pour présenter ma dernière publication, mais c'est pas pour mettre entre toutes les mains, parce que c'est quand si vous avez des insomnies, si vous voulez, ou si vous voulez tuer quelqu'un, vous lui jetez ça. Il y en a 2 volumes, si vous le ratez au premier, vous l'aurez au second. C'est surtout pour vous, à l'occasion, si vous voulez, de la sortie de ce bouquin, qui est quelque chose que j'ai commencé une dizaine d'années, puis qui a été arrêté parce qu'on fait trop de choses dans la vie et trop de choses passionnantes. Et heureusement qu'il y a eu le confinement, ça va permettre de finir. Il paraît que beaucoup de chercheurs ont profité du confinement pour achever bien des travaux qui avaient été laissés un peu à l'abandon. Le problème, c'est que on m'avait fait un contrat pour faire un livre comme ça. En gros, j'en ai fait un déjà il y a une quinzaine d'années. Et puis quand tout a été fait, il y en avait le double. Ils m'ont dit pas de problème, on le publie. Donc voilà. Alors, bien entendu, c'est un livre dont finalement je vous parlerai peu, mais qui me sert en tout cas pour vous expliquer plein de choses. C'est ça l'intérêt, si vous voulez. À partir de là, je peux fabriquer une histoire, je peux fabriquer, je ne vais pas dire une leçon, même si je m'en sers pour mes étudiants, pour parler aussi de cette époque-là, qui est un peu mon époque de prédilection. Si je devais me qualifier, je dirais que je suis un historien moderniste, mais j'ai aimé que vous répétiez que j'étais un historien qui aimait le temps long. Vous verrez aussi que je suis aussi philologue, c'est-à-dire je m'intéresse à l'étude de la langue, et ces archives du XVIIe siècle me permettent aussi de travailler sur la langue. Je vous en parlerai à la fin de mon exposé. Je le prévois en 2 parties, une partie qui va être plus contextuelle. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe en Catalogne entre le XVIe et le XVIIe siècle. Je m'arrêterai au traité des Pyrénées, je peux vous parler pendant 1 heure du traité des Pyrénées, rien que même de l'article du préambule et de l'article 42, 43 et 44. Surtout que 44, il fait 3 lignes, donc ça serait vite fait. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Et ensuite, je vous parlerai de comment, justement, cette publication s'insère complètement dans cette histoire-là. Et tout ce que je vais y trouver, puisque cette publication est l'étude d'un manuel notarial d'un notaire sérétan qui instrumente particulièrement autour du boulot. Et le boulot, vous allez voir qu'autour de 1750, et bien, je peux vous dire qu'on est mieux à Banyuls en 2022. C'est pas l'Ukraine, mais c'est pas loin, parce que les bombes sont moins puissantes, mais on tue tout autant, on vole tout autant, on viole tout autant, on fait tout. Je veux dire, en 1750 ici, c'est l'horreur, c'est la Syrie, c'est cette guerre dont je vais vous parler, et donc les gens qui habitaient ici s'accommodaient, parce qu'on s'accommode de tout. On a eu peur d'une pandémie, puis on s'y est accommodé. Maintenant, ils nous font peur avec la guerre d'Ukraine. Quoi qu'il en advienne, on s'y accommodera. Tout ça pour dire que les choses n'ont pas forcément changé. Les hommes se sont toujours adaptés. Les hommes font rentrer l'exceptionnel dans leur quotidienneté, au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est pour ça que je m'étais amusé à mettre ce sous-titre qui est un notaire sérétan entre guerre, épidémie, immigration,
l'autre jour je disais même contestation sociale, on est en 2022, on pourrait aussi avoir ce même sous-titre pour expliquer un peu l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a 15 jours, j'expliquais la paix et la trêve de Dieu, c'est-à-dire il y a 1000 ans à Toulouse, j'avais la même chose. J'ai volontairement essayé de voir comment on pouvait retrouver en même temps, allez, problème de contestation sociale, problème de pandémie, problème d'insécurité, problème d'immigration. Voilà, nous, ça nous arrive en 2022, bon, à d'autres ça a été il y a 400 ans, à d'autres ça a été il y a 1000 ans. Alors, un peu d'histoire quand même, avec quelques images pour expliquer comment on arrive à ce 17e siècle catalan. Alors le premier contexte, c'est le contexte international. Où sommes-nous aussi bien à Banyuls, et je vais souvent centrer mon propos sur Banyuls, je veux dire, moi j'aime faire l'histoire à partir du moment où je suis. Donc vous allez avoir une histoire qui sera, je ne vais pas dire quand même Banyulo-centrée, mais elle va être quand même catalano-centrée, même roussillonno-centrée. Et donc, dans ce 16e siècle qui va nous amener aux années 750 ou par la suite dans le 17e siècle, nous faisons partie, bien entendu, de l'empire des Habsbourg, de l'empire de Charles Quint. Vous le voyez, Charles Quint, ici, ça marche ça aussi? Oui, non. Ah, c'est sympa, hein. Ah ouais, ça c'est... Je n'avais pas fait ça. Bien équipé à Banyuls. Donc là, vous avez Charles Quint. Vous le connaissez, Charles Quint? C'est le plus grand empereur de tous les temps, avec Charlemagne et Napoléon. Non, Napoléon, pas, mais bon. C'est quand même celui, vous avez une carte qui est en fond, qui est un des souverains les plus puissants de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire même, il y a des souverains qui sont chinois qui sont tout aussi puissants, il y a des souverains américains, des empires précolombiens qui sont tout aussi puissants, mais je pense qu'il y a lui qui est de la catégorie supérieure, même supérieure dans le nombre de territoires, dans le volume de territoires qu'il a à gérer, ce qui va faire d'ailleurs que vous savez qu'un cas exceptionnel dans l'histoire, il va prendre sa retraite d'empereur, puisque Charles Quint meurt en 1558, et il prend sa retraite en 1555 parce qu'il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol. Il est né en 1500, à 55 ans, il en a ras-le-bol. Pourquoi? Parce qu'il a géré un empire mondial. C'est ce fameux Imperium del Sol no se pasa. Et on se retrouve avec un empire européen, américain, asiatique, et au niveau de son fils Philippe II, que vous avez, ils ont la même tête, les Habsbourg, ils ont le prognatisme des Habsbourg, là. Ils font le tour de la planète. Et donc, c'est ingérable. Ils doivent aller des pays. C'est quand même quelqu'un qui, à la base, est originaire des Pays-Bas, qui va s'installer dans la péninsule ibérique, qui va gérer les territoires italiens, avec des gouvernements, vous allez le voir, qui sont extrêmement différents, des manières d'avoir à gérer les territoires d'un point de vue politique, tout d'abord politico-juridique, et puis d'un point de vue économique extrêmement différent, avec des ennemis partout, puisque quand vous êtes le premier, le but c'est qu'on prenne la place de celui qui est à la tête, et puis il est celui qui va le premier profiter de la découverte du Nouveau Monde, puisque à Castilla y a León Nuevo Mundo dio Colón, ou Ayo Colón. C'est lui, en tant que roi de Castille, qui va succéder à sa grand-mère Isabelle, qui va avoir à gérer les terres nouvellement conquises en Amérique, qui ne s'appelle d'ailleurs pas à cette époque-là Amérique. Mais bon. Donc vous les avez, toutes ces terres, celles qui sont en orange. Vous rajoutez au moment de son fils, Philippe II, qui est quasiment quelqu'un que l'on pourrait qualifier d'aussi important que son père au niveau européen, quelqu'un qui va rajouter tout l'héritage portugais par son mariage. Autrement dit, tout l'héritage des littoraux africains, tout autour de l'Afrique, qui sont surtout des comptoirs commerciaux, et ensuite la même chose pour les Indes et l'Asie du Sud-Est. Donc vous imaginez cet empire. Napoléon aurait pu en rêver, Alexandre le Grand aurait pu en rêver. Bon. Eux, ils l'ont fait par une politique, bien entendu, comme vous le savez, de mariage. Et quelque part, de chance qui leur ont souri au moment de l'héritage. Puisque Charles Quint est le petit-fils de l'empereur germanique qui avait épousé la plus belle dot de toute l'Europe occidentale à cette époque-là, qui était Marie de Bourgogne.
il avait épousé le coffre-fort, hein, parce que l'héritage bourguignon qui allait de l'actuelle Hollande jusqu'au nord de l'Italie, c'est là qu'il y avait la richesse commerciale de l'Europe. Du côté de ses grands-parents maternels, il était le petit-fils de Ferdinand d'Aragon, qui était notre souverain ici, en tant que comte de Barcelone, roi d'Aragon, roi de Valencia, roi de Sicile, roi de Naples, roi de Majorque. Donc un gros héritage sur la Méditerranée, même si vous allez voir que la Méditerranée va perdre de son importance au profit justement de ces nouvelles conquêtes. Et puis la grand-mère maternelle qui amène ces conquêtes, Isabelle la catholique, qui lui amène tout cet héritage péninsulaire, plus quand l'empire de Charles Quint va passer au fils, on va rajouter tout l'héritage portugais. Donc vous imaginez que, je reviens à mon titre, notre pauvre Catalogne, qui avait quand même rayonné au Moyen-Âge et sur la fin du Moyen-Âge, va se retrouver vraiment à la périphérie de l'Empire. D'autant plus que la Catalogne, si vous voulez, puisque ici, que ce soit Banyuls, que ce soit Perpignan, ici, nous faisons partie d'un territoire administratif qui est indépendant, qui a des souverains indépendants, qui se retrouvent être aussi souverains de Castille, de Valencia, de Sicile, et puis de quelque chose qu'on n'appelle pas l'Espagne en tout cas. C'est les autres qui appellent l'Espagne, parce que ça définit un territoire géographique, si vous voulez. L'Espagne, c'est un territoire géographique. Eux-mêmes, les souverains que nous appellerions aujourd'hui espagnols, ne se définissaient jamais comme espagnols, ils étaient rey de las Españas, à la rigueur, puisque c'était les Espagnes, la Castille, l'Aragon, Valencia, Barcelone, etc. Et donc, ils se retrouvent à avoir à gérer quelque chose qui est fondamentalement hétéroclite. On ne peut pas gérer les Pays-Bas espagnols comme la Catalogne, que l'on ne peut pas gérer comme la Castille, comme le Portugal, comme le Duché de Milan, comme le Royaume de Naples, parce qu'il y a des institutions qui sont différentes dans tous les pays. On n'a pas le même pouvoir quand on est souverain, que l'on est à Tolède, que l'on est à Valencia, que l'on est à Naples. On n'a pas la même manière de pouvoir mener une politique. Si je reviens justement dans cette Catalogne qui nous intéresse, en plus à cette époque-là, nous rentrons dans les buts de pouvoir européens entre les deux grosses familles que sont d'une part les Habsbourg, je viens d'en parler, et de l'autre côté, ceux de la puissance démographique la plus importante de l'époque, en tant qu'unité, on va dire, qui est le Royaume de France, à savoir dirigé à ce moment-là par les Valois, puis on aura les Bourbons. Mais tout le contexte politico-militaire dont je vais vous parler sur 200 ans sont quand même le produit de cette lutte pour l'hégémonie en Europe. Hein, c'est pas une simple guerre, tiens, on fait la guerre avec l'Italie, la France fait la guerre avec l'Espagne, l'Angleterre fait la guerre avec l'Allemagne. Non, non, il ne faut pas le voir comme ça. C'est quand même des luttes de pouvoir de gens qui sont symbolisées par des familles. On est quand même sur des relations de famille, sur des relations d'hommes avant tout. Et une pyramide qui irait, si vous voulez, de celui qui serait au-dessus, un suzerain, jusqu'à quelqu'un qui serait au-dessous, en bas de la population. Nous, pauvres petites Catalogne ici, puisque c'est de nous qu'il s'agit, vous savez, en catalan, on ne passe simple devant, hein, donc on fait des trucs qui nous mettent en avant, se trouve en plus dans ce contexte international sur des confins dangereux. Pourquoi? Parce que d'une part, vous avez la fameuse carte de Vrins, qui est une carte du début du XVIIIe siècle, où l'on voit l'ancienne frontière des Corbières. Vous avez les temps de Sals là-bas en haut, je vais pouvoir vous le montrer. Là, vous avez Sals, la frontière de Sals, là, vous aurez Ille, Perpignan ici, Banyuls serait ici. Bon, après, bien entendu, les confins de la Catalogne actuelle, qui est un pays fini depuis fini territorialement et fini avec ses limites et ses frontières depuis la fin du XIIe siècle. Tout ce qui a été conquis par les souverains catalans après les années 1180-1190 ont donné lieu à autre chose. La preuve en est que quand Jacques Ier arrive à Valencia en 1238, il crée un royaume de Valencia. Il ne rattache pas à la Catalogne. Quand en 1137, c'était juste un peu avant, la Catalogne s'est unie avec l'Aragon, chacun a maintenu ses propres institutions, sa propre langue, ses propres... On était à la fois
roi d'Aragon et comte de Barcelone. L'un à Barcelone, l'autre à Saragosse. Et ça n'a jamais posé de problème. La preuve est qu'ils ont créé Valence de la même manière. On n'a pas rattaché à l'Aragon, on n'a pas rattaché à Valence, à la Catalogne, on en a fait un royaume, qui était une monarchie composée. Et donc, sur cette frontière-là, on est face à sur la frontière du contentieux entre ces familles que je vous disais, au niveau de l'opposition Habsbourg-Valois, puis Habsbourg-Bourbon, quand on arrivera au XVIIe siècle, puisque les Bourbons monteront sur le trône de France avec Henri IV, à la fin du XVIe siècle. Donc on est sur une frontière périlleuse, dangereuse, une frontière où forcément, à un moment donné, il va y avoir la guerre. Et en plus, il ne faut pas, comme je vous le disais un peu précédemment, nous sommes sur un XVIe siècle et un début du XVIIe siècle, où qui c'est qui commande, pour le dire de manière triviale, c'est la couronne hispanique, la monarchie hispanique. Charles Quint et Philippe II dominent le monde. Alors les Catalans, ils sont du bon côté, on va dire, de la barrière, mais ils sont quand même, c'est le fameux cycle de oro espagnol, c'est le fameux, et c'est le moment où la monarchie hispanique domine l'Europe, le XVIe siècle jusqu'au traité des Pyrénées, donc milieu du XVIIe siècle, est un siècle espagnol. Après Louis XIV, comme je dis toujours, envoie les Espagnols en seconde division. Ils ne sont jamais remontés d'ailleurs. Hein. Ils les envoient en Pro D2, ils ne sont jamais remontés en première division. Hein. Ils ne sont jamais remontés. C'était le but avoué. On va expliquer cette histoire, parce qu'il y a un but politique avoué de casser la puissance espagnole de la part de Louis XIV. Un jeune roi à ce moment-là, puisqu'au traité des Pyrénées, il a un peu plus de 20 ans. Donc, nous sommes ici, en Catalogne, sur un endroit extrêmement dangereux, comme on ne l'est pas à Saragosse, à Toulouse, à Marseille, à la même époque. On sait qu'ici, il va y avoir un conflit. C'est pas possible, ça ne va pas durer. D'autant que pendant tout le XVIe siècle, la monarchie hispanique, passant par la Catalogne, l'Aragon ou le Pays Basque, va constamment faire des entrées militaires qu'elle va gagner, des espèces de razzia, comme on faisait à l'époque du Haut-Moyen-Âge, du côté du Languedoc ou de la Gascogne. Au XVIIe siècle, les choses vont s'inverser. Et donc, si les choses s'inversent, les problèmes ont lieu au côté sud de la frontière, donc en Roussillon, en Catalogne. L'autre frontière, c'est la mer. Quand on est à Banyuls, on sait que le danger vient plus de la mer. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Banyuls, au XVIIe siècle, les gens ne sont pas à la plage, ils ne sont pas sur le bord, ils n'ont pas des cabanes, on est bien, on va prendre le soleil. Non, 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 on est planqué dans les masses, dans les vallées. Si vous êtes des Banyulins, vous savez que ça fonctionne comme ça. Que ce soit aux plusieurs masses, que ce soit aux abeilles, que ce soit dans tous les masses d'ailleurs, qui naissent à ce moment-là par l'arrivée de population. Mais là en bas, sur le bord en bas, vous n'avez pas grand-chose. Il y en a quelques-uns, mais la majorité de la population, si vous connaissez un peu l'histoire de Banyuls, il faut attendre que les choses se tassent et que nous ne soyons plus une frontière pour que on commence à aller mettre davantage de maisons à côté des endroits où on mettait des barques. Des barques où on faisait du commerce, qui avant le traité des Pyrénées, du commerce officiel, et après le traité des Pyrénées, puisqu'on a changé de frontière, on continue à faire le même, mais on appelait ça la contrebande. Mais c'est pareil, c'est du commerce, l'un paie les impôts, l'autre ne paie pas. C'est ça la différence entre le commerce et la contrebande. C'est les uns qui paient les taxes, les impôts, et les autres qui ne payent pas. Et comme la frontière avait changé de côté, elle était passée de Sals à Cerbère, alors du coup, tout à coup, en 1559, tous les Guadeloupéens sont devenus contrebandiers. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas continué à appliquer certaines règles. Et donc, ils se trouvent face à ce problème fondamental que représente la menace autre que celle qui vient du monde de la terre, celle qui vient du monde de la mer, à savoir à ce moment-là les Turcs ottomans, qui ont même mise sur une grande partie de la Méditerranée, où la guerre est permanente, parce qu'ils ont mis en place un système de corsaires, et parfois de pirates. C'est un peu la même chose. Hein. Un corsaire, c'est un pirate officiel. C'est ça en gros. Un corsaire, c'est celui qui a un brevet, une patente de Corse, on appelle, pour pouvoir attaquer les ennemis de la royauté, de la monarchie qui leur donne ce droit, avec la possibilité, bien entendu, de se payer sur l'ennemi. Ça veut dire que ça sert et aux corsaires
et à la monarchie qui va bien entendu affaiblir son ennemi et en même temps faire rentrer des dividendes. Les Français, les Anglais, les Allemands, tout le monde fait pareil. Les Malouins, ces Malos, sont célèbres pour les corsaires qui allaient lutter sur les mers Atlantiques, bon, voilà, Surcouf, tous ces gens-là, de personnes qu'on connaît. Là, c'est les pirates barbaresques, généralement des gens qui viennent des côtes d'Afrique du Nord. Ces côtes d'Afrique du Nord qui sont plus ou moins dépendantes de l'Empire ottoman. C'est plutôt des grands seigneurs de la guerre, hein, des féodaux de la zone du Maghreb, de la Mauritanie en gros jusqu'à la Libye. Après, les Turcs arrivent quand même à imposer leur autorité en Égypte, mais ça reste relatif. Alors que sur le côté, en Libye, il n'y a personne, il y a quelques places sur le littoral, mais encore aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Donc c'est surtout de la Tunisie jusqu'à la Mauritanie. Et dans cette guerre qui est à la fois politique, économique et religieuse en Méditerranée, pour le contrôle de la Méditerranée. Alors selon les époques, ce sera plus religieux, d'autres fois plus économique, etc. On va attaquer. C'est l'époque où nos littoraux vont se hérisser de tours, à signaux, de gares, de petits fortins, etc. Pas forcément ici, hein, je veux dire, par exemple, la Marsanne ou Madelon était déjà là dès le Moyen-Âge, mais elles vont servir. Et puis on va commencer à construire toute une série de murailles autour des villages sur toute la côte. Et puis, vous savez parfaitement que aussi bien la monarchie hispanique que la monarchie française vont aussi utiliser les corsaires pour aller attaquer et affaiblir, bien entendu, celui qui est considéré comme un ennemi. Donc, d'un point de vue stratégique, ça sent pas très bon à cette époque-là. Deuxième chose, la Catalogne n'a jamais été une puissance démographique. La Catalogne a toujours eu une faiblesse démographique. En particulier depuis la Grande Peste, et hop, on repart pour des pandémies, de 1348, qui s'étale de 1348 à 51, 52, ça dépend des endroits, où elle a quasiment perdu la moitié de sa population. Et la moitié, qui est une moyenne entre 3 quarts et 1 quart, quasiment, selon les régions, on va dire, de Catalogne. Ça vaut pour beaucoup, et vous verrez que j'aurai l'occasion de reparler de la peste. Imaginez que, à la fin du XVe siècle, quand on va découvrir l'Amérique, dans toute la Catalogne, qui va de Sals jusqu'à l'Ebre, il y a 220 000 habitants. C'est rien, 220 000 habitants aujourd'hui. C'est là, qu'est-ce que je vous dis, où c'est qu'il y a 200 000 habitants aujourd'hui? C'est 2 fois Perpignan, on va dire. Aujourd'hui, dans les PO, il y a 480 000 habitants, voilà, c'est la moitié. C'est la moitié des PO d'aujourd'hui. Et il faut attendre pour avoir même pas le nombre d'habitants des PO d'aujourd'hui, le début du XVIIIe siècle, l'année 1700, en réalité c'est 1717 parce qu'on a un recensement assez fiable, 400 000 habitants. Ce qui est énorme. Et encore, vous pouvez enlever quelques dizaines de milliers de Catalans du Nord, aussi honnêtes qui à ce moment-là ne sont plus dans ce décompte. Alors, il faut dire qu'en plus, chaque fois je réduis un peu la focale, il y a des relations difficiles entre la Catalogne et son roi. Pourquoi? Parce que les Catalans ont pris l'habitude de se régir par eux-mêmes, de se gouverner par eux-mêmes, parce qu'ils ont pris de leur propre chef et à travers le système du pactisme, qui est un mot qui n'existe pas en français, l'habitude d'obtenir toute une série de privilèges depuis la mise en place de constitutions et de parlements au Moyen-Âge, et que donc le roi ayant à fabriquer un pacte, à faire une négociation pour obtenir des deniers, ça date en gros du XIIIe siècle, c'est trop long à expliquer ici, il se retrouve à perdre quelque part de son pouvoir sur le pays. Alors quand le roi, à partir du XVIe siècle, celui qui n'est d'ailleurs jamais ici que le comte de Barcelone, il est comte de Barcelone, il n'est pas roi. Roi, c'est les autres qui disent ça. Quand le tsar de Russie parle de ce gars qui a par là, il était le roi des Espagnes. Ou le roi de France parle du roi des Espagnes. Mais ici, c'est pas le roi. Alors on peut l'appeler le rey ou le comte. Bon. Donc il est toujours soumis à une négociation permanente. Et une négociation pourquoi? Pour ça, pour le nerf de la guerre. On se bat toujours pour avoir une augmentation budgétaire, pour demander des subventions. Donc on se retrouve dans une situation assez étrange pour l'époque, à savoir que le monarque
doit lui-même demander des subventions aux Catalans. Le problème pour les Catalans, c'est que ce sont les seuls quasiment qui fonctionnent comme ça dans cet immense empire dont vous avez vu la géographie à la première diapositive. Donc, passez-moi l'expression, les Catalans, ce sont des emmerdeurs. Pourquoi? Bon, ça a toujours été le cas, j'en connais beaucoup. Mais pourquoi? Parce que chaque fois, il faut négocier. Et à cette époque-là, quand on doit gérer la Hollande, Milan, la Castille, le Portugal, la Sicile, qui fait partie de la couronne catalano-aragonaise, j'ai dit, je dois réunir un parlement, on va voter, on va négocier. Hein, merde, ces Catalans. Pourquoi on doit faire ça? Donc on va se retrouver, justement parce que le roi n'est plus le monarque, j'utilise le terme roi parce que ça va plus vite, le monarque, qui est le souverain de la Catalogne, qui n'est même plus résident en Catalogne, puisqu'à ce moment-là, il commence à, puisqu'il est roi de Castille, il n'habite plus à Barcelone depuis Charles Quint, c'est ça, depuis, on va dire, Ferdinand le Catholique, son grand-père, même s'il y habitait aussi. Mais il ne fait qu'y passer, et il viendra de moins en moins, comme il viendrait à Perpignan, il venait à Perpignan de la même manière, Charles Quint est venu à Perpignan, Philippe II est venu à Perpignan, il n'y a pas de souci. On se retrouve à ce que les affaires de Catalogne, qui doivent légalement et juridiquement être traitées en Catalogne, soient faites ailleurs. Donc on a une pression centralisatrice permanente du roi, de ses fonctionnaires qui créent des conflits fréquents, ça on l'a écrit en catalan, avec les institutions catalanes. Et comme la couronne se retrouve sans possibilité d'avoir le roi physiquement dans le pays, on va nommer un lieutenant, c'est celui qui tient le lieu, qui fait lieu, qui est à la place de, qu'on appelle aussi le vice-roi, le virrey, qui est une institution spécifique créée à ce moment-là, qui vient d'ailleurs du droit catalan, qui va être appliqué aussi en Castille, en Portugal, aux Indes, en Amérique, au Pérou, je veux dire au Mexique et tout ça. Et de ce fait, on voit parfaitement que le pouvoir se divise en deux, alors qu'il avait toujours été résumé sur la Catalogne, avec le souverain et le Parlement qu'on appelle les Corses. Et ces corps sont de moins en moins convoqués. On assiste aussi à une castillanisation des classes supérieures. La grande noblesse voit un intérêt à se marier avec les grandes familles de Castille, les grandes familles d'Andalousie. Ça marche toujours pas, ça marche toujours pareil aujourd'hui, pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est les grands industriels de Barcelone qui font leur fils ou leur fille se marier avec celui qui a des chantiers navals à la Colonia. Ça marche toujours. De la même manière, on pourrait dire la même chose pour les ordres religieux. C'est petit, là, non? Bon, mais ça vous fait faire un exercice ophtalmologique. Vous savez, c'est la semaine prochaine, vous pouvez... Il y a des fois où j'ai un peu plus de texte, mais je le fais pour les gens qui veulent le lire, sinon... Je veux dire, j'ai prêté à Dieu à ce que vous m'écoutiez. Alors, même si je suis ce qui a marqué ici, malgré ça, le fait qu'on a l'impression que le pouvoir s'en va de la Catalogne, or, il n'a jamais été aussi fort qu'à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il survive. Donc il a besoin d'exister encore plus, donc il va travailler encore plus. Et on se retrouve donc avec un État catalan qui reste intact, et qui même va renforcer son activité parlementaire, son activité constitutionnaliste. La Generalitat, qui est l'émanation permanente de ce Parlement catalan, si vous voulez, c'est l'exécutif d'un Parlement qui serait les Corses, qui serait le législatif, si vous voulez. Et elle a un vrai rôle d'État double, alors qu'elle a un souverain, mais en Catalogne, qui a le pouvoir, c'est le Parlement avec le roi. Le pouvoir suprême n'est pas le souverain. Ça, c'est quelque chose qui est assez original en Europe. Les Anglais ont un peu ce système-là. La République de Venise et certains États germaniques ont ce système-là, mais là, c'est au niveau de tout un pays. De la même manière, les conseils municipaux, qu'on appelle les universitats à l'époque, sont formés d'une base sociale de représentants du peuple assez importante, qui ont de nombreuses fonctions, qui sont des fonctions locales, et pas du tout, comme on dit aujourd'hui, des fonctions nationales.
Qui c'est qui fait la police? Qui c'est qui fait la défense du territoire? Qui c'est qui assume l'ordre public? Qui c'est qui fait la charité et la santé? Ce sont les villages, ce sont les villes. Il n'y a pas, on n'appelle pas l'Assemblée départementale ou le conseil départemental ou la région. Non, ça n'existe pas tout ça. On se débrouille chacun dans son coin. Ce qui est quelque chose assez réparti dans l'ensemble de l'Europe. En plus, comme la noblesse s'est pas mal mélangée avec le reste de la noblesse ibérique, on assiste à l'ascension politique qui va prendre le pouvoir en Catalogne, dans ce Parlement justement, de toute une série de paysans riches qu'on appelle los pagès. Le pagès, c'est le paysan riche. Celui qui a des terres, celui qui va donner du travail aux autres, à la grande masse de la population. Et aussi les mercades, qui sont les marchands, les riches marchands de ces grandes familles de marchands qui ont régné sur la Méditerranée jusqu'à cette époque-là. Mais souvent, on assiste quand même à une paralysie politique parce que tous ces gens-là représentent aussi une catégorie de privilégiés. Eux, ils défendent ce qu'ils ont acquis et leur position sociale, si vous voulez, d'élus. Les députés, ils veulent garder leur siège, ils veulent garder leur mandat, ils veulent garder leur privilège. C'est toujours pareil. On n'a rien inventé, sauf que les trames, les systèmes, les modèles, eux, ont évolué. Alors évidemment, compte tenu de ça, on va assister à des affrontements ouverts, comme vont être, je vais en parler en ce moment, la guerre d'Alcegados et la guerre de succession d'Espagne. J'allais arriver à avancer, non, c'est celui-là. Alors, tout ceci va nous conduire au grand affrontement ouvert, je ne vais pas aller plus loin, je vous expliquerai uniquement celui-là, qui est la révolution de 1640, ce qu'on a appelé aussi la révolte d'Alcegados, la guerre d'Alcegados, ce genre de choses. Si vous voulez, tout ce contexte va nous amener directement à ça. Alors, ce long contexte que je vous ai décrit, il faut y ajouter de grandes difficultés économiques, parce que c'est toujours ça qui fait déclencher le problème. Aujourd'hui, on peut avoir de la guerre tant qu'on n'aura pas la difficulté économique qui va la générer, ou l'inverse. En plus, on sait les fabriquer. Aujourd'hui, on nous fabrique des problèmes avec l'huile, le verre, l'essence, le truc. Alors, il y a des types derrière les ordinateurs qui bougent des chiffres et nous, on paye. Je ne fais pas de politique, je me présente à aucune élection, je n'ai aucune. Non, je vais payer comme vous. On a quand même des grandes difficultés à ce début de XVIIe siècle dans la monarchie hispanique. Ces difficultés vont amener à une révolte du peuple, comme toujours. Quelle qu'elle soit, à un moment donné, on a toujours quelque chose qui crée l'étincelle. Le problème, c'est si l'étincelle fait boule de neige ou pas. Vous allez dire que l'étincelle, ça ne fait pas une boule de neige. Mais le fait est que, est-ce que ça va prendre dans la grande majorité de la population ou pas? Et dans ce cas-là, ça va prendre. C'est ce qu'on va expliquer. Cette révolte populaire, qui ne pourrait être que, allez, quelques incidents dans un coin, ou une province, on va se révolter en Capsie, on va se révolter en Emporda, on va se révolter à Barcelone. Là, on va vraiment arriver sur une révolution politique. Et cette révolution politique va déboucher en plus sur une guerre spécifique que je vais appeler souvent la guerre de 20 ans, par opposition ou par complément à celle que je vous présenterai à ce moment, qui est la guerre de 30 ans, dont vous avez certainement entendu parler, et qui va aller de l'année 1639 à l'année 1659. En plus, qu'on le veuille ou non, je n'ai pas cessé de vous dire jusqu'à maintenant qu'il y avait une perte de poids politique de la Catalogne, une marginalisation de la Catalogne. En 1624, vous allez me dire, tu nous le fais dormir, c'est important. Parce qu'après on met le feu et tout brûle d'un coup. En 1624, à la mort de Philippe III, qui était monte sur le trône Philippe IV. Oui, il est là. Oui, toujours la même tête. Hein. Toujours ce prognatisme. Autant les Bourbons étaient comme ça, ils avaient le nez Bourbon, autant les Habsbourg ont ce prognatisme qui leur vient déjà de son grand-père à lui, qui était Charles Quint. Monte sur le trône, donc, Philippe IV, et dès qu'un roi, à l'époque, on a cette habitude, dès qu'un roi monte sur le trône partout en Europe, souvent il y a
on va dire une feuille de route, c'est très à la mode, ça parler aujourd'hui de feuille de route, et à l'époque, qui c'est qui lui rédige quelque part le programme politique qu'il devrait expliquer? C'est lui, c'est Don Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, le fameux Olivares, on prononce Olivares en français, qui lui dit Tenga vuestra majestad, vous connaissez un peu l'espagnol? Oui, on connaît toute la langue latine, ici si on le lit doucement, on y arrive. Por el negocio más importante de su monarquía, el hacerse rey de España. Il faut que vous considériez, votre majesté, que la chose la plus importante de votre règne, c'est de devenir roi d'Espagne. Déjà, ça veut dire que si même celui qu'on peut considérer comme le premier ministre de Philippe IV lui dit il faudrait quand même que tu deviennes roi d'Espagne, ça veut dire qu'il n'en était pas, déjà, premièrement. Ça, c'est une lecture facile. Mais ça veut dire surtout qu'il y a un projet politique. Et le projet politique, c'est quoi? C'est deux points. Quiero decir, je veux dire, Seigneur, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto, ça veut dire, quand même, le parle va expliquer quand même ça aux types là-bas qui sont en Castille, en Navarre, en Aragon, hein, por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia que si vuestra majestad lo alcanza, será el príncipe más poderoso del mundo. Ça veut dire, Philippe, écoute-moi, j'ai deux trucs à te dire. Même en réalité, c'est un seul. Tu dois devenir roi d'Espagne et pas des Espagnes. Tu dois faire que ce qui se passe ici soit la même chose et avec les mêmes lois, c'est-à-dire de Castille, qui représente quand même, la Castille, c'est quand même les trois quarts de la population de la péninsule ibérique. C'est encore aujourd'hui. Et arrêter quelque part d'aller faire le comte de Barcelone à Barcelone, d'aller faire le roi d'Aragon à Saragosse, d'aller faire le roi de Portugal à Lisbonne, etc. Que tout soit un seul et même et unitaire État. Voilà le projet. Alors vous imaginez comme les Catalans, ils vont pouvoir réagir à ça. Il faut que vous sachiez de suite que ça, c'est impossible à réaliser. C'est un peu comme si je vous racontais ce que Richelieu disait à Louis XIII, lui disant, tu vois, qui ont inventé l'absolutisme monarchique au XVIIe siècle, en tout cas les historiens racontent ça. Je veux dire par là que tout ça n'est que théorique. En réalité, on apprend ça à l'école, l'absolutisme de Louis XIII, puis de Louis XIV. Mais vous imaginez comment aujourd'hui un gouvernement démocratiquement élu, ou qui a pris le pouvoir par la force, est incapable d'appliquer vraiment à 100% son projet politique parce qu'il n'a pas les moyens. Bon, peut-être avec les téléphones portables on y arrivera, parce qu'aujourd'hui avec les téléphones portables on peut tout faire. Vous imaginez comment c'est quelque chose d'impensable et d'infaisable 400 ans en arrière. Alors c'est bien joli la théorie, mais pour le mettre en pratique, quand on a des forces de coercition, quand on a des forces d'application, quand on a la force de constitution, comme on peut l'avoir aujourd'hui dans nos pays, on n'arrive pas à mettre en place certaines choses. Alors vous imaginez, en 1620, comment c'était possible. Aussi bien pour Philippe IV et Olivares, comme je pourrais vous dire la même chose pour Louis XIII et Louis XIV. Alors oui, des choses vont se mettre en place. Oui, des choses vont se passer. Mais là, en plus, elles vont se passer mal. C'est ça, en réalité, qui va se passer. En plus, 2 ans après, Olivares, il a une autre richissime idée. Il va penser la union des armas. Pour mener à bien cette politique, il va dire chaque pays, parmi tous ces royaumes, comtés, seigneuries que possède Philippe IV, notre roi, on va créer une énorme armée de réserve, parce que bien entendu, la force des pays à ce moment-là, ce sont les hommes, les soldats. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez les téléphones portables, c'est plus fort que des missiles. Je vous jure. On va donc dessiner une carte démographique de l'époque,
La Castille fournira tant de gens, la Catalogne fournira tant de gens, Valence fournira tant de gens, les Amériques fourniront tant de gens, les Pays-Bas espagnols fourniront tant de gens, ce qui est quelque chose de très novateur à l'époque, parce que les armées sont des armées de mercenaires. Or là, quelque part, il a l'idée de créer une armée qui est une armée, entre guillemets, le mot on ne l'utilisait pas à l'époque, nationale, en tout cas par État qui leur appartient. Deuxième fois, les Catalans disent, mais tu te fous de nous, quoi. Tu as une constitution, quoi. Les Catalans ne font la guerre que s'ils ont, c'est ce qu'on appelle la constitution Princeps Nangue, c'est comme les bulles papales, ça commence toujours par les premiers mots. Nous ne pouvons pas faire la guerre si notre territoire n'est pas attaqué. Ça veut dire, si les mecs de Fitou, ils viennent à Sals, on est d'accord, on répond. Mais nous, aller porter la guerre à Sijan ou à Le 4, on ne va pas. Alors que là, on est dans l'idée de créer une armée de professionnels. Pourquoi? Ben pour les buts de domination en Europe de la dynastie Habsbourg. Tout simplement. Sachant qu'en plus, cette dynastie Habsbourg, à ce moment-là, elle s'est scindée en deux, depuis Philippe II. On a les Habsbourg d'Espagne, c'est comme ça qu'on les appelle, et les Habsbourg d'Autriche. Bon. Et donc, en plus, va naître un problème international, mais ça, il me faudrait 3 heures pour vous l'expliquer. Tout ce dont je vous ai expliqué sur ce contexte international, ce contexte ibérique, ce contexte catalan, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue juridique, et je vous ai, sans y entrer, et dit aussi qu'il y avait une période mauvaise période économique à ce début du XVIIe siècle. En 1618, les Tchèques ont la riche idée de faire monter sur le trône un protestant. Ouais, ça ne va pas le faire. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes avec les Tchèques? Pourquoi les Tchèques? Ben oui, mais parce que tout est lié. Les Tchèques qui sont là font partie de l'Empire germanique. Le souverain de Tchéquie, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on l'appelle la République tchèque, on pourrait facilement l'appeler Tchéquie, ça ira plus vite, hein, est un des électeurs qui permet l'accession au trône à l'Empire germanique. L'Empire germanique, c'est le Saint-Empire romain germanique, ça veut dire catholique. Si on y met un protestant, déjà que ça fait un siècle qu'on se tape dessus avec les protestants, hein, Luther c'était un siècle avant, on se retrouve avec une possibilité de problème pour l'élection de la succession à l'Empire. Or, l'Empire, c'est les Habsbourg. C'est l'Habsbourg d'Autriche, pas d'Espagne. Donc, ces Tchèques, comme s'ils n'avaient rien de mieux à faire, je dis ça bien entendu avec beaucoup d'ironie, mettent sur le trône un protestant. Ça ne va pas le faire. Charles Quint, à l'époque, l'empereur, comment il s'appelle, je ne sais plus, Ferdinand, c'était Ferdinand II, à l'époque, je me souviens. Ça me revient pas maintenant. Ferdinand, l'empereur, envoie à Prague des gens qui vont dire à ceux qui ont décidé de porter sur le trône le nouvel empereur protestant, et ça ne va pas être possible. Ne voulant rien écouter, a lieu le fameux épisode en 1618 de la défenestration de Prague, c'est-à-dire on prend les envoyés de l'empereur et on les jette par la fenêtre. En général, si vous tombez d'une fenêtre de 2 ou 3 étages, il y a peu de chances que vous en releviez, et en plus vous n'avez pas de SAMU à l'époque, donc on ne vous aurait même pas sauvé. Manque de peau, et donc ça a été vu comme une intervention divine en faveur des catholiques. Ces gens-là, les envoyés de Sion, ils tombent sur un tas de fumier ou sur un tas de quelque chose, ils se sauvent. Petite cause, grands effets. Toujours pareil, hein, on tue François Ferdinand en 14 Sarajevo, on fait 50 de guerre et 30 millions de morts. Pareil, on va faire la même chose. Pendant 30 ans, se déclare va avoir lieu une guerre pendant 30 ans entre catholiques et protestants. Et forcément, cette guerre elle peut aussi se lire pour la domination en Europe. Cette guerre, elle s'étend de 1718 à 1748, c'est la première vraie guerre mondiale européenne. Alors, comme elle a lieu principalement dans l'Empire germanique, en France, on a peu souvent entendu parler de cette guerre de 30 ans. Enfin, si vous allez expliquer ça en Alsace, ils connaissent, l'Alsace qui a été rasée. L'Alsace, le Palatinat, le nord de l'Allemagne, ça a été rasé.
Et donc, le problème catalan va s'insérer ici, dans cette guerre de 30 ans. Cette guerre de 30 ans, elle est quand même, de manière permanente, je pourrais y passer des heures, je vous l'ai fait en 2 minutes, c'est une horreur, mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Mais elle est, et vous devez la garder bien présente à l'esprit, parce qu'elle est la toile de fond permanente de ce qui se joue entre 1639 ici et le traité des Pyrénées en 1650. Et en plus, il y a un contexte roussillonné dans ce qui va se déclencher à ce moment-là. Le côté de Roussillon et de Cerdagne sont la porte d'entrée de la péninsule ibérique. S'il y a une guerre, s'il y a des soldats, s'il y a des problèmes, ils vont passer ici. Vous n'allez pas passer au Pays Basque, vous n'allez pas passer à la Valladolid, vous n'allez pas passer au Somport, vous n'allez pas passer en Andorre, vous passez ici. C'est l'endroit le plus facile pour faire passer des armées. Les gens disent même qu'il y avait muro y puerta inexpugnable d'Espagne. Ça veut dire clé, mur et porte inexpugnable de l'Espagne. L'insécurité, je vous ai dit, est permanente. Les razzias sont fréquentes depuis le XVIe siècle. La plaine du Roussillon et les montagnes de Conflans sont un endroit qui est permanent, qui est de manière permanente en guerre, entre 1550 et 1650. On est dans une insécurité permanente. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le pays des masses catalans, c'est-à-dire un habitat dispersé, ne commence que dans le Vallespir. En réalité, ici, vous êtes sur une frontière. La frontière, ce n'est pas une ligne. Aujourd'hui, la frontière, bon, Pertus, terre, j'aime bien l'Espagne, près en France, ouais, super. À l'époque, non, c'est tout un espace, c'est des kilomètres, parfois des dizaines de kilomètres, où on sait qu'on est dans un espace où il y a la frontière. On sait chacun où est sa frontière, mais pas pour les États, c'est des espaces. Et donc, toute la plaine du Roussillon et le Conflans sont des espaces de frontière. Et en plus, Perpignan et les comtés de Roussillon et Cerdagne sont justement, à cause de cette situation frontalière qui reçoivent constamment les razzias et les entrées des troupes françaises, la zone la plus anti-française, parce que c'est eux qui reçoivent. Quand il y a un problème, allez, ça tombe sur Perpignan. Le nombre de fois qu'il y a eu des sièges de Perpignan, ils se vengeaient sur elle dans tout le temps. Parce que Perpignan, c'était pas prenable. Donc, on se vengeait sur elle. Et Barcelone, quelque peu, s'en fout de Perpignan. On avait évoqué en 1728 la possibilité de la désunion, ça veut dire de sortir le comté de Roussillon de la Catalogne. Alors que le comté de Roussillon fait partie de la Catalogne historique, juridiquement parlant et politiquement parlant. Le fameux André Obos, en 1728, qui fait un énorme bouquin pour dire ça, Perpignan a pris les armes pour aller mettre une frontière au Pertus, déjà à l'époque. Ils se sont arrêtés au bout, parce qu'ils se sont téléphonés, non, on s'arrête, on s'arrange, on suit une bouffe, on se trouve. Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté comme ça. Vous imaginez que dans un décor tel que je viens de vous l'expliquer, il manquait qu'une chose extraordinaire, qui est extrêmement normale à l'époque. La peste. Ah, la peste. Et nous, on se plaint du Covid-19. Mais la peste, mais nous, on a encore, que vous soyez pour ou contre des vaccins, des médecins, des gens qui s'occupent de nous, la possibilité, plein de choses, il n'y a rien. La peste, il y a 3 jours de vie. Soit vous foutez le camp, vous vous cachez, vous vous mettez à l'isolement, et si vous trouvez un endroit pour vous cacher dans la montagne, soit en 3 jours c'est fini. 90% des gens meurent de la peste. Et ça, c'est la peste qu'on ne connaît pas depuis l'époque quasiment depuis l'époque de la peste de Justinien. Celle-là, non, celle-là, on la connaît, c'est la même que celle de 1348 qui va revenir jusqu'à la peste de Marseille dans les années 1720. Alors là, je ne vais pas le lire parce que c'est trop long, bien entendu, mais on explique que, à la fin, ça ce sont des médecins de Perpignan, enfin c'est le notaire de Perpignan, qui ont écrit leur mémoire et qui racontent. La maladie commença globalement à faillir, donc la maladie commença à blesser les gens au mois d'octobre et décembre de 1731, une partie du mois de janvier, et à la fin de janvier, etc., il y a eu une autre. On a pensé que ça se guérissait, etc., et on pense qu'il y a eu 6000 morts à Perpignan. Vous savez combien d'habitants à Perpignan à l'époque? 11 000 à 12 000, moitié de la population. Bon. Alors, vous voyez que ça c'est costaud. Hein. Alors là, il vous explique aussi, on sait comment c'est arrivé, c'est une femme qui est arrivée. Alors, c'est une femme qui arrive, c'est toujours les femmes, c'est toujours la faute des femmes. Toujours. Parce que, regardez comment il en parle.
Una endimoniada de donna. Une femme endiablée. Elle était femme et elle venait de France. Alors là, elle avait tous les mots. Elle cochait toutes les cases. Et elle est arrivée à Poyestre. Bon, pourquoi elle est arrivée à Poyestre? Parce qu'elle était à Poyestre, certainement parce qu'elle était sur le chemin royal, tout simplement. Elle était... La route de Poyestre, la route d'Espagne, c'était l'autoroute de l'époque. Alors, cette guerre qui va être affrontée au sens brutal, frontal du mot, elle commence chez nous, toujours dans le cadre de la guerre de 30 ans, mais la guerre de 30 ans, il faudrait 10 heures de cours pour vous l'expliquer, par ces deux endroits-là. Au nord, vous avez le Cap, et au sud, vous avez Sals. Sals, qui est une forteresse qui a été construite à la fin du XVe siècle, qui est la porte d'entrée, le verrou de la plaine du Roussillon, le verrou de la Catalogne, et donc le verrou de la péninsule ibérique. Face à Sals, vous avez le Cap. Vous avez été à Le Cat, voir la forteresse de Le Cat. Allez-y, c'est un endroit superbe, vous n'avez que des ruines aujourd'hui. Vous avez une vue sur la plaine du Roussillon qui est magnifique, aussi belle que celle que vous avez depuis Canet. Vraiment avec l'image du canigou qui sort au fond de la plaine qui est magnifique. En plus, Le Cat, c'est une localité qui me plaît beaucoup. C'est chez les Gamaches, ici c'est Bagnols, mais c'est chez les Gamaches. Je vous en parle des Gamaches. Tout se joue ici, beaucoup. En grande partie, ça se joue ici. Pourquoi? La campagne de Le Cat, c'est un galop d'essai. Et je vous parle de la campagne de Le Cat parce que le premier qui en parle, c'est le notaire que j'ai travaillé dans ce bouquin. C'est Francis Rouvilla, un notaire de série. À la moment de la campagne de Le Cat, en 1737, il a 22 ans. Et il a écrit un petit journal que j'ai étudié déjà il y a une dizaine d'années, que j'ai publié une dizaine d'années, qui dure 28 pages, dans lequel il dit toute la haine qu'il a du temps et de l'époque qu'il a à passer, à vivre. Il y a une grande maturité de cet homme. Il est né en 1615, ça c'est 1637, et il dit vraiment de tout le monde. Là, les politiques en prennent pour leur grade. Il se dit, mais pourquoi on doit vivre ça? C'est un journal assez extraordinaire qui se termine, malheureusement, on a l'impression, parce qu'il n'a plus de papier. Alors, est-ce qu'il l'a fait pour la postérité? Est-ce qu'il l'a fait d'un point de vue cathartique, pour vider son sac, si vous voulez, sur des papiers? Le fait est que c'est comme ça. Alors, le 4, c'est un galop d'essai. C'était une campagne dans laquelle les Catalans n'ont pas voulu participer dans le cadre de cet affrontement européen, mais qui va commencer une vraie guerre, on va dire, franco-espagnole, qui va durer 20 ans, qui va sortir du cadre de la guerre de 30 ans. Et ils ont fini par y aller à cette campagne de Le Cat. Ils étaient à 3 contre 1, ils devaient prendre Le Cat sans aucun problème. Ils étaient tellement fiers, les militaires castillans, si vous voulez, on a les noms, ils étaient tellement fiers de remporter, de se dire on va gagner Le Cat en 2 temps 3 mouvements, on pourra aller s'installer à Sijan bientôt et mettre le siège à Narbonne dans 15 jours. Ils attendent que le fils du vice-roi de Catalogne, et un catalan pour le fois, le duc de Cardona, arrive. Attendez les gars, c'est lui qui va remporter la médaille. Ils ont tellement attendu que les Français ont pu former une armée du Languedoc qui est venue sauver Le Cat, ils ont dû partir la queue entre les jambes. Comme toutes les guerres de l'époque, une campagne, c'est comme une campagne touristique. Ça commence au mois de mai, et ça finit en septembre. Et puis chacun rentre chez soi. On a gagné quelque chose, on a gagné quelque chose, on n'a rien gagné, on rentre chez soi. On ne fait pas la guerre pendant l'hiver, non. Il fait froid, on n'y va pas, il fait la transdane, on n'y va pas. Rebelote en 1639, après qu'en 1638, pour les gens qui connaissent un peu cette histoire à cette époque-là, et les Pyrénées, l'affrontement franco-hispanique ait eu lieu de l'autre côté des Pyrénées, c'est-à-dire au Pays Basque. C'est la fameuse prise de Fontanarria, de Rondalia, on a encore, quand on va là-bas au Pays Basque faire ce genre de choses, on le voit. Et en 1639, on a la grande bataille. C'est la grande bataille de la guerre, c'est la campagne de Sals. L'effort de guerre catalan le plus important de son histoire au XVIIe siècle. 25 000 soldats, c'est énorme, hein? 25 000 soldats sur la plaine du Roussillon, ça fait quasiment un soldat pour 5 habitants, c'est énorme, un soldat pour 5 habitants. Si ce soldat il va avec un cheval pour 5 hommes, donc au point de vue subsistance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les choses qui sont comparables à l'époque, c'est ce qui se passe en Alsace, dans le Palatinat, dans la région du Rhin, si vous voulez, où là le pays est nettoyé, comme ici, hein, comme ici. Et la campagne de Sals va durer 1 an et demi,
jusqu'à ce qu'on se retrouve avec l'entrée, si vous voulez, des Français installés en Roussillon et la prise de Perpignan. Il va y avoir une reprise de Sens, mais ils vont finir par reprendre Perpignan. Et quelque part, à partir de l'année 1640-1641, les Français étaient rentrés de ce côté-ci de la frontière, et quelque part, ils ne sont jamais repartis. Et au fur et à mesure, ils sont allés gratter des choses, des morceaux de territoire vers le sud. Mais la spirale de violence, elle se dirige vers Barcelone. Pourquoi? Parce que, en réalité, à ce moment-là, il y a des quantités de soldats qui se promènent en tout cas, tout cet espace tiré des Pyrénées ou de Perpignan jusqu'à Barcelone. On a des dizaines de milliers de soldats. Des dizaines de milliers de soldats qui ne sont pas payés et qui sont volontairement pas payés. Pourquoi? Parce que comme ça, ils vivent sur le pays. Donc ils matent le pays. Mais la défense des populations locales est encore plus forte. Pourquoi? Parce qu'ils ont à défendre leurs biens. Ils n'ont pas à survivre pour savoir comment ils mangeront le lendemain. Eux, ils défendent leurs biens, leur famille. Pourquoi? Parce qu'en plus, tous ces soldats, et vous remarquez que je ne dis pas ni français, ni espagnol, ni napolitain, c'est les soldats. Finalement, on doit avoir aussi peur des soldats, de ceux qui sont de son propre camp, que ceux qui sont de, soi-disant, les ennemis à cette époque-là. Et on se retrouve avec des heurts permanents, des batailles permanentes, des embuscades permanentes avec la paysannerie. Et une paysannerie qui est armée. Nos ancêtres sont tous armés. Il va falloir attendre le XXe siècle pour nous désarmer. D'ailleurs, vous allez me dire, même moi j'ai encore des fusils à la maison. Bon, pour aller à la chasse, d'accord, mais ça reste une arme. Mais à l'époque, tous les instruments de travail sont des armes. Donc vous imaginez, la population, elle est surarmée par rapport à des soldats qui ne le sont pas tant. Eux, ils ont une arme. Parce que s'il y a une compagnie de 25 types contre un village, les 25 types, ils ont intérêt à savoir courir. Parce qu'il n'y aura pas de prisonniers. Hein. À l'époque, le prisonnier, si on peut en retirer quelque chose, une rançon, on va le faire. Non, on le tue. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas la police, il n'y a pas de constat, il n'y a rien du tout. Et donc on se retrouve avec des événements comme ceux qui, par exemple, vont donner lieu à la fameuse chanson qui par la suite va devenir l'hymne catalan, à savoir le Segados, qui raconte l'histoire de tous ces pillages, en particulier dans la région de Gérone, à la région de Santa Coloma de Farnèse, la région de Riudarenes, où les soldats brûlent les villages, brûlent les églises. Alors ça, c'est la chose la plus impensable à l'époque, et donc vont être attaqués et décimés en même temps, qu'ils soient du côté du roi de France ou qu'ils soient du côté du roi des Espagnes, comme ça. Et puis on arrive, ça c'est à la journée du 7 juin 1740, où les fameux segados, c'est-à-dire les moissonneurs, sont rassemblés devant Barcelone parce que c'est la période des moissons. Il faut aller se louer auprès des grands propriétaires barcelonais ou des grands marchands barcelonais pour aller faire la récolte du blé, la moisson du blé dans le Vallès. Petit problème, avec des paysans qui sont armés. Les moissonneurs, ils sont armés pour aller, enfin ils sont armés, ils ont des instruments pour aller moissonner. Donc ils sont armés, d'où ces fameuses images où on voit toujours des faux. Et on assiste à une révolte populaire qui fait que on va mettre à sac une grande partie de Barcelone, qui est le cœur politique, il faut le dire, de la Catalogne. Et on va arriver même à un point de non-retour, de rupture des relations avec la monarchie. Pourquoi? Parce qu'à la fin du 7 juin, alors que le bilan humain ne doit pas arriver à 15-20 personnes, il n'y a pas beaucoup de morts, on va brûler beaucoup de choses, mais on va tuer le vice-roi. Et tuer le vice-roi, c'est tuer le roi. Et ça, c'est un crime de rupture politique, fondamentale. Cette rupture politique, quelque part, elle est consumée pendant l'été 1640, parce que les autorités de la Généralitat de Catalogne vont se réunir en une junta de braços, c'est-à-dire le Parlement catalan sans la présence du roi, sous la présidence de celui qui est connu à Barcelone. Je crois qu'il y a une fête, ils vont mettre des fleurs à la statue de Pau Claris, comme ils le font à Rafael Casanova. Vous l'avez ici, Pau Claris. Et on va réunir tous les représentants des villes, et pour la première fois celles
de juridiction féodale, parce que dans le Parlement catalan, comme dans beaucoup de parlements, on avait les représentants des villes royales, mais aussi les seigneurs et les ecclésiastiques. Mais les seigneurs et les ecclésiastiques, dans ce cas-là, ils sont plutôt mis du côté de la monarchie hispanique. Mais les gens qu'ils représentaient dans l'ensemble du territoire, ben, ils ne sont plus représentés. Voilà, on les invite. Exemple, pour vous faire plus simple. Céré est une ville qui appartient à un seigneur. Banyoles est une vallée qui appartient à un seigneur. Donc ils n'ont pas de représentants au Parlement de Catalogne, hormis si leur seigneur y va. Par contre, Argelès est une ville royale, donc ils sont représentés par ceux qui sont les représentants des villes royales. Ce qu'on appelle le Bras Royal. Ribesante, qui appartient à l'abbé de la Grâce, n'est pas représenté. Donc, mais à ce moment-là, peu importe le seigneur, qu'il soit ecclésiastique, qu'il soit civil, tout le monde va participer à ça. À ça, pourquoi? À prendre ces décisions-là. Rejeter la monarchie espagnole, se séparer de la monarchie espagnole, c'est-à-dire devenir indépendant. Alors, devenir indépendant, ça vous rappelle aussi des événements récents. Du fait de ce fait, d'ailleurs, souvent on appelle la guerre de séparation. Créer une armée catalane qui n'en a pas, puisque quelle est l'armée de la Catalogne? L'armée du roi, l'armée du souverain. Mais là, le souverain, il se retrouve être l'ennemi. Donc il faut qu'on trouve des formes maintenant pour se créer une propre armée. Et une armée, ça ne se crée pas en quelques semaines, ni quelques mois, ni même quelques années. Mais, de ce fait, il faut bien essayer de trouver un autre allié. Et quel est l'autre allié? Qui est l'ennemi de notre roi, qui est devenu notre ennemi? Ben, c'est le roi de France. En plus, il a les armées chez nous. Et en plus, il nous agace. Et en plus, on se bat contre lui. Mais ce sont les choses qui ont lieu à cette époque-là. On arrive quand même à une entente entre la monarchie française et les autorités catalanes de la Généralitat, in extremis, alors que les armées, on va dire espagnoles pour le faire simple, étaient déjà rentrées près de Barcelone, de manière inattendue. On se retrouve le 26 janvier 1741 avec la première bataille de Montjuïc, qui est gagnée par l'alliance franco-espagnole. Les années 1640, 1642, 643 sont des années noires, vraiment noires pour tout le pays. Les destructions sont permanentes, le logement des soldats crée une insécurité permanente et des heurts permanentes entre les soldats qui sont vraiment présents et la population. On connaît les pillages, on connaît la faim, on fait rebelote avec les épidémies et la peste en 1751, en particulier entre 1751 et 1754, qui sont une des choses dont on a parlé ici. Mais au milieu de ces années 1740, il se passe des événements extérieurs qui changent un peu la donne. 1742 meurt un des protagonistes, on va dire, de ces événements de la guerre franco-espagnole, ou même de la guerre de 30 ans, Richelieu. Monte sur le trône aussi en 1643, Louis XIV, à la mort de son père, même s'il n'a que 5 ans, et qu'il va y avoir une régence de sa mère, Anne d'Autriche, qui est la sœur de Philippe IV. Ils sont tous parents, là, il y a une endogamie qui est impressionnante. C'est pour ça qu'ils finissent tous tarés au bout de 2 siècles. Mais tarés au point de vue médical, je veux dire, c'est comme ça. Et en plus, on va renvoyer Olivares. Donc les acteurs, les protagonistes changent. Alors, puisque la Catalogne s'est donné un nouveau comte de Barcelone, son nom Louis XIII et maintenant Louis XIV, il va lui aussi envoyer des vice-rois. Il n'y a plus des vice-rois espagnols, il y a des vice-rois français. Et ça va durer 10 ans. Ben, ils font pareil, vous savez ce que faisaient les Espagnols, ils font les Français. Ils vont mettre le pays en coupe brûlée, il y aura de l'incurie. Le maître mot de l'époque, on dirait que ça ne va pas beaucoup changer, la corruption. On est dans une époque de corruption impressionnante. Et puis, avec le temps qui passe, cette insécurité permanente, cette guerre permanente, d'autres choses ont de l'importance. Par exemple, le fait que les Français vont quelque part un peu se désengager de la Catalogne parce qu'arrive la Fronde. Alors la Fronde aussi, vous pouvez nous en parler pendant 2 heures, c'est cet affrontement qu'il y a d'abord entre les gens de justice, puis les grands féodaux, et la monarchie française, surtout pendant la minorité de Louis XIV. Le trône de France, à ce moment-là, quand même, en situation délicate, ça va durer pendant un petit moment.
Mais entre-temps, en 1748, est signée la paix de Westphalie, qui met fin à la guerre de 30 ans. Vous croyez que la monarchie espagnole et la monarchie française vont s'arrêter de faire la guerre? Non, non, ils ont commencé en 1739, ils ont signé pour la jusqu'à 1759, donc ils continuent, pas de souci. Mais en 1652 a lieu la deuxième bataille de Montjuïc. Ça fait une heure que je vous parle, je regarde quand même, parce que quand vous en avez assez, vous me le dites. Mes étudiants, quand ils en ont assez, ils sont bon, on va manger, on va faire des trucs. J'arrive à la fin, je vais dire, de cette partie historique avant de parler un peu de ça ici, de ce livre ici. En 1652 a lieu le deuxième bataille de Montjuïc. A lieu cette deuxième bataille de Montjuïc, qui est la reprise de Barcelone, parce que les Français, quelque part, étaient occupés à faire autre chose, par les troupes espagnoles. Et la rentrée de Philippe IV, de nouveau, à Barcelone. Mais les Français, ils se sont retirés, là, la Junquera, Figuera, Olot, puis Cerda, ils sont là. Et de temps en temps, ils avancent, et de temps en temps, ils reculent, et de temps en temps, ils poussent d'un côté, et de temps en temps, ils poussent de l'autre. Ça veut dire que, de manière constante, on a toujours une activité guerrière. C'est vraiment l'horreur, il ne faut pas, c'est pas bon de vivre à ce moment-là. Les gens qui sont descendants de ces époques-là, nous, on est des descendants de survivants, quoi. Bon, on est des survivants de la guerre de 14, c'est pareil, hein. On a tous dans nos familles, on a tous été touchés par la guerre de 14. On est des survivants, comme on est des survivants de la peste, comme on est des tous. Hein, nous, on est issus de produits de sélection de haute valeur. Et en 1752, on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi ils n'arrêtent pas la guerre? Puisqu'après tout, l'Europe s'est mise en paix depuis 4 ans en Westphalie. On a fait la paix entre les protestants, les catholiques, les traités d'Osnabrück, les traités de Münster. Ouais, très bien. Alors pourquoi on continue? Parce qu'il faut qu'on continue. C'est celui qui fait pipi le plus loin. Vous savez, ce jour, c'est moi qu'il faut qu'il gagne. C'est moi qu'il faut que j'essaye, que je batte l'autre. C'est toujours pareil. C'est un jeu qui semble un jeu d'enfant, mais qui n'en est pas du tout. Parce que c'est un jeu de pouvoir. Il paraît extrêmement complexe, mais en réalité, c'est extrêmement simple. C'est tout simplement, c'est moi qui veux gagner. Et donc la guerre, qui pourrait s'arrêter là, alors qu'elle est sur le dos des populations, continue encore de 1652 jusqu'à 1659. En août 1659, ont lieu le début des pourparlers de paix entre Philippe IV et Louis XIV. Enfin, oui, Louis XIV, oui, il s'approche Louis XIV. Il n'est pas encore bien Louis XIV, mais il est Louis XIV. Et dans ces premiers pourparlers de paix, Philippe IV renonce au Roussillon. C'est la première fois où on dit j'ai perdu du territoire, je vais devoir céder du territoire. Qui était le but aussi, quelque part, des Français. C'est-à-dire de pousser, on va dire, la frontière des Pyrénées, des Corbières, jusqu'aux Albères. Puisqu'aussi bien Corbières qu'Albert sont des Pyrénées. À ce moment-là, on invente que les Pyrénées, c'est les Albères, mais les Corbières, non, c'est les Albères. Hein. L'axe des Pyrénées étant le Canigou. Le Canigou, on est en plein milieu, là, vous êtes en plein sur la branche des Pyrénées qui va jusqu'au Cap de Creuse. Et on se retrouve avec cette idée que Philippe IV ne pourra pas, en tout cas pour l'instant, récupérer le Roussillon. Le 7 novembre 1659, là, sur l'île des Feux. Ah, mais il a fait du tout. Voyons donc. Là, sur l'île des Faisans, au Pays Basque, là, cet arbre aujourd'hui est en France. Là, c'est l'Espagne. Là, c'est Andaille. Là, c'est de personnes. Et là, c'est l'Espagne. C'est le Pays Basque français et le Pays Basque espagnol. Vous ne pouvez pas y aller là aujourd'hui, c'est interdit. Je sais pas si c'est miné, si ça sent bourber, je ne sais pas, on ne peut pas y aller. Moi j'ai essayé d'y aller, ne serait-ce que symboliquement, ça m'intéressait de par l'information, de dire ah j'ai mis les pieds sur l'île des Faisans. Non, non, on ne peut pas y aller. On signe la paix des Pyrénées. Une paix des Pyrénées qui est un énorme traité de paix international, extrêmement important pour l'histoire de l'Europe. Je vous l'ai dit en commençant mon propos, c'est l'époque où la France va asseoir sa domination, par Louis XIV, sur l'ensemble de l'Europe. En plus, je vous l'ai dit, avec un peu plus d'ironie, c'est l'époque où la France va envoyer l'Espagne en deuxième division. Je vous dis toujours, on ne remontera jamais. Encore aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, quand on vous parle des choses importantes en Europe, on ne vous parle pas de ce qui se passe à Tolède ou à Madrid. C'est comme ça. Bon, nous, ça nous fait plaisir de voir ça ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Et en réalité, le traité des Pyrénées parle très peu des Pyrénées.
Il n'intéresse même les Pyrénées que pour sa partie catalane, à savoir les articles 42 et 43, où on va définir ce qu'éventuellement plus tard on décidera de la frontière des territoires. Lisez-les, c'est lisible encore. Hein. Par contre, prenez du souffle parce qu'il y a 2 phrases et c'est long comme ça. Proust est un rigolo à côté du traité des Pyrénées, Claude Simon encore plus. Mais ce que je veux dire par là, plus sérieusement, c'est que ce traité des Pyrénées, en réalité, nous impacte fondamentalement, nous, puisqu'il fait que, par exemple, moi aujourd'hui, je vous fais une conférence à Bagnols et je vous la fais en français. C'est issu de ça. On fabrique à ce moment-là la plus vieille frontière politique d'Europe. Il n'y en a pas de plus vieille. Ni entre la Belgique, le Danemark, la Tchéquie, l'Allemagne, la plus vieille frontière politique d'Europe, elle passe là, à 5 km à vol d'oiseau. Et elle n'a jamais bougé, sauf qu'il y a en 1659 ou 60, parce qu'en réalité c'est en 60, on signe à ce moment-là beaucoup de choses, mais on rentre dans les faits en 60, on va décider que, comment je vais vous dire ça, l'administration d'État, le pouvoir seigneurial des monarques, passe à peu près par là. Et il va falloir quasiment 200 ans pour mettre des bornes. Vous savez qu'il faut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour que, par les traités de Bayonne, on installe des bornes, etc. Mais en réalité, c'est une frontière extrêmement importante parce qu'elle n'a jamais bougé. Elle n'a jamais bougé. Et elle est issue de là. Vous voyez que les pauvres Catalans, ils ne comptent pas pour grand-chose à ce niveau-là, puisqu'ils ne sont informés que leur territoire est divisé en 2 et que le traité de paix a été signé que 4 mois plus tard, 3 mois plus tard. Le roi informe Barcelone, vous savez, vous avez perdu aussi encore. Et il faut attendre le 12 novembre 1660 pour qu'on divise la Cerdagne. Alors un jour, vous faites venir le monsieur, comment il s'appelle, qui a écrit un bouquin sur la Cerdagne qui est extrêmement intéressant, sur le traité des Pyrénées, où on voit que on a inventé 66 villages, 66 lieux, Yorks. En Cerdagne, on a dit 33 pour le roi de France, et 33 pour sa majesté catholique et 33 pour sa majesté très chrétienne. Vous voyez, en Espagne, ils s'appelaient comme ça à l'époque. Et bon, ils ont inventé des trucs, histoire de faire passer la frontière, de laisser la vallée de Carole, la France, les Espagnols voulaient garder plus dans le reste, on a inventé Livia, on a inventé plein de trucs comme ça. Voilà donc où j'en arrive là. Vous en avez fini pour l'histoire un peu là. Je vais vous raconter des trucs un peu plus bizarres, étranges, qui se passent un peu plus près de chez nous. Mais en tout cas, c'est dans ce contexte. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce contexte, dont on a l'occasion de parler peu souvent. Je vous ai dit, il y a une volonté de ma part de vous faire une histoire qui soit catalano-centrée. Elle se passe à partir d'ici. Et dans cette histoire-là, dans ce cadre, dans ces contextes historiques, je m'ennuie la nuit et donc je copie des livres. Celui que j'ai copié, c'est là, il est sur l'autre. C'est ça que j'ai copié. Il n'y a rien de mieux à faire dans la nuit, je m'ennuie. Je ne crois pas aux vies, vous savez, la réincarnation, mais si j'étais réincarné, il y a quelques vies en arrière, je devais être moins le copiste qu'au Moyen-Âge. Parce que j'adore ça. Encore hier, j'étais aux archives à Gérone et j'ai trouvé un truc d'un petit village à côté de Ripoll. J'ai fait des bons comme ça, et ça j'ai plusieurs nuits pendant 3 mois qui vont être prises par ça. C'est comme ça, il y a des gens qui ont des lubies comme ça. Alors, j'ai eu l'idée de travailler sur un manuel notarial des années 1647 à 1655 de ce fameux Francisco Villa, dont je vous ai déjà évoqué le nom auparavant, qui est notaire à Céré et au Boulou, qui est notaire qui instrumente à Céré, qui a son étude, si vous voulez, qui aurait son adresse, son siège social à Céré, mais qui instrumente au Boulou. Et je me suis retrouvé à faire un volume de 940 pages qui explique les infortunes de notre région, c'est-à-dire maintenant, voyons pas par le menu, parce qu'on n'a pas le temps, mais par le détail, comment je retourne mon contexte et je vais parler au plus près de ce que vivaient les gens dans ce contexte quelque part atroce que je vous ai amené au moins tout autour des années 1630-1660. En tout cas, ce que j'ai l'habitude de dire, surtout aux gens qui se plaignent,
Mais vous n'êtes pas des gens qui se plaignent, vous êtes venus me supporter avec 30 degrés dehors et ici, donc c'est pour ça que vous ne vous plaignez pas. Que ces gens-là et cette époque-là sont des vies et des contextes nettement plus difficiles que ceux que nous vivons aujourd'hui. Et que les gens étaient nettement plus adaptés à ces difficultés que nous ne le sommes nous, même si bon, on s'est adapté à être confiné, on s'est adapté à plein de choses. Et donc, ça ne manque pas de parallèles et d'échos. Francisco Villa, c'est quand même un homme au destin particulier, c'est un vrai Sérétan, c'est un vrai homme de son temps et de son espace. Il est né en 1615 et il est mort en 1679. Finalement, pour l'époque, il a une vie assez longue. Même si les gens pouvaient avoir des vies assez longues, vie assez longue, ouais, on peut arriver facilement à 60-65 ans. On n'a pas pour longtemps, donc. Mais pour l'époque, oui, parce qu'en réalité, la difficulté, c'est passer les 5 premières années de sa vie. C'est la mortalité infantile qui fait que votre espérance de vie à la naissance est quelque chose d'extrêmement réduit. Après, si vous arrivez à 20 ans, vous passez les guerres, les épidémies, les tueries, l'habitude. Mais, en gros, c'est ça. Lui, il a un destin, somme toute, peu commun, dans des temps où on meurt facilement. Vous avez vu le programme que je vous ai signé avant. Et qui a laissé bien plus de témoignages de son époque que ce que ne peut en laisser un notaire. Je vous ai parlé il y a quelques minutes de son journal qu'il a laissé, qui concerne principalement les années 1635-1641, et ça s'arrête par la San Miguel de 1600 pour Saint-Michel, donc septembre 1640, le 28 ou le 29 septembre. C'est le moment où souvent on commençait à faire les contrats de fin de récolte et on prévoyait l'année d'après. On parlait toujours de la San Miguel de septembre. Et que donc, au-delà de cette écriture qui pourrait être vue comme extrêmement protocolaire, comme extrêmement formaliste, après tout, vous avez plein d'actes notariés à la maison, c'est pas excitant, quoi. Mais non, ce n'est pas excitant. Sauf quand on veut aller dénicher ce qui est intéressant. Et ce côté intéressant, quand on va dire, extraire les détails et reconstruire la vie, alors là, on produit beaucoup de choses. C'est là où je vais dire, moi j'ai la prétention d'avoir trouvé des trucs, trouvé des histoires, trouvé des anecdotes, mais au-delà de ces histoires ou de ces anecdotes, reconstituer un monde, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que ces archives-là m'intéressent, parce qu'on y trouve tout. Un traité de paix, on va parler des livres de comptes administratifs, de l'intendance ou du conseil souverain. Bon, c'est de la haute politique. Là, on trouve la vie des gens. Moi, c'est la vie des gens qui m'intéresse. La vie, la mort, la durée, la souffrance, ce qu'on mange, ce qu'on boit, avec qui on se bat, avec qui on se bat à coups de poing dans la rue, avec qui on s'étripe, avec qui on vend, avec qui on se marie, avec qui on fait comme héritier, etc. On reconstitue avec les actes notariés 100% de la vie des gens. C'est pour ça que, bon, vous comprenez comment je peux lire ça. Alors, il a une vie entre le boulot, là vous avez, alors, c'est pas un plan de 1650, c'est les plans de cadastre napoléonien des années 10, napoléoniens parce qu'ils ont été décidés par Napoléon, je crois que c'est en 1808, 7 ou 8, mais en réalité ils sont faits dans les années 18, après Napoléon. On parle souvent de cadastre napoléonien, mais c'est toujours post-napoléonien, c'est souvent sous la Restauration qu'ils ont été faits la plupart. Vous les avez en ligne aujourd'hui, ça vient de capture d'écran du site du conseil départemental, dans lequel vous avez les registres. Là vous avez le boulot, voyez si vous saurez trouver le boulot. Là vous avez la route d'Espagne actuelle, vous savez que c'est minuscule, hein. Là vous avez les gens qui prennent le café quand vous passez, que vous allez vers le Pertus. Vous allez ici et vous retournez, vous prenez la route du Pertus qui est ici. Là, quand vous reveniez avant, maintenant c'est fini, on passait ici. Vous voyez là, c'est la route. Ça, c'est quand vous rentrez dans le boulot, quand vous êtes là où il y a un café, là il y a un monument, là ils font le marché le samedi matin, et là vous rentrez vers la mairie. La mairie qui est ici aujourd'hui, et là vous avez l'église. En réalité, ça c'est le boulot médiéval, et ça c'est le boulot moderne ou début du 19e siècle. On va dire, vous voyez, pour vous situer un peu géographiquement. Alors,
Pourquoi Francisco Villa est-il lié, alors qu'il est serré tant au boulot? D'abord parce qu'il s'y marie, et qu'il se dit, il y a des affaires à faire au boulot. Ouais, pourquoi? Parce qu'au boulot, je suis sur un acte de communication. C'est l'axe où on passe le TEC. C'est l'axe du chemin royal qu'on appelle Perpignan à Barcelone. C'est comme aujourd'hui, exactement de la même manière. On a l'autoroute, on a la nationale 9, 1900, quoi. Et il va donc penser que, économiquement, c'est plus rentable de s'installer, même s'il a toujours son siège à serrer, au boulot, parce qu'au boulot, il n'a pas de concurrence. Donc, ça va être mieux pour lui. En plus, il a comme second, celui qu'on a, ce serait son greffier, si vous voulez, à l'époque, celui qu'on appelle le scrivain, qui s'appelle Francisco Puig, qui lui est un boulonnais, et qui d'ailleurs va lui succéder quand Villars, lui, va revenir vers Serré. Villars, vous en avez encore. Il y a deux choses que je vous voudrais dire d'un point de vue anecdotique. D'abord, c'est quelqu'un qui va s'insérer totalement dans cette société d'Ancien Régime, qui va survoler les régimes, puisqu'il va quelque part naître dans le comté de Barcelone sous monarchie espagnole, et il va finir dans le comté de Roussillon sous monarchie française. Pas de problème. Les Catalans d'ici sont des gens qui ont toujours été des gens de frontière, donc qui s'adaptent. Qui faisaient la Tramontane, Tramontane. Qui faisaient d'Espagne, d'Espagne. Puis Marinade, Marinade. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes, depuis l'Empire romain, vous êtes sur une frontière. Qu'elle passe au Corbière, qu'elle passe aux Alberts, qu'elle passe plus bas. Des fois, là, c'est plus bas. Elle est passée plus bas, on a marché carolingienne, par exemple. Les gens se sont adaptés. Donc, vous savez vivre et survivre. Et donc, lui, il va passer ce siècle extrêmement difficile en s'adaptant. On le voit dans ses affaires. Alors, il va trafiquer. Et il va avoir des histoires. Il va avoir des histoires. Et grâce à son implantation dans la ville du Boulot, on va se rendre compte que le nombre d'actes qu'il va émettre, qui touche tellement de population dans la ville du Boulot, parce que les gens, pour n'importe quoi, vont faire un acte chez le notaire. Il coûte moins cher qu'aujourd'hui, si vous voulez, en comparaison. Et les Catalans sont extrêmement empreints de droit romain. Donc, on a besoin d'un papier. On ne fait pas un contrat, on se serre à la main. Non, on veut des papiers. Les gens, ils ne veulent pas, on se tope. Non, les gens, ils ne veulent pas, il y a un papier. Je vais acheter une poule, je vais chez le notaire. Je vais dénoncer que le chien de mon voisin aboie, je vais chez le notaire. Ça, il n'y en a pas des chiens qui aboient à l'époque. D'ailleurs, s'il aboie trop, on va lui couper la gorge. Et après, on va chez le notaire pour dire comment il a tué mon chien. Pas de problème, on ira chez le bail, il est le représentant de la première justice, je vous en parle dans ces. Mais il n'oublie pas, mon cher Francisco Villa, qu'il est aussi un notaire de serré. Même s'il va ses affaires il va traiter des affaires au bout, il garde quand même ses attaches pour bien des institutions civiles de la vie religieuse et de la vie civile de la ville. Il est le notaire de la communauté ecclésiastique, qui est un des plus gros budgets de Serré à l'époque. Il est le notaire des institutions pieuses. Il est le notaire et le greffier, tout d'abord au Boulot, puis le deuxième à Serré, du conseil municipal. Il n'y a pas de secrétaire de mairie, c'est lui. Donc c'est quelqu'un qui est au cœur de tout. Au cœur, on va dire, des débats, au cœur des successions, au cœur des échanges entre les uns et les autres. Alors, certainement le fait qu'il se soit installé, ça c'est Serré, là vous avez Serré, le musée serait ici aujourd'hui, puisque le musée là c'est la gendarmerie, qui est l'ancien commandant des Carmes, etc. Le musée il serait là, c'est aujourd'hui. Vous avez la petite rue qui est là, le musée, là, c'est minuscule, c'est les murailles de Serré. Hein. Là vous aurez la rue Saint-Ferriol, qui serait ici. Et là vous iriez vers la place où il y aurait la porte d'entrée. Non, on n'a pas elle est ici. La porte d'entrée de la maison Compagnon. Je passe au Compagnon parce qu'il est ici. Il y a certainement le fait qu'il a eu la concurrence des fameux notaires compagnons, parce que depuis 400 ans, il y a des notaires compagnons à Serré. La maison Compagnon étant celle où il y a la bibliothèque actuellement. Vous savez, c'est deux grandes tours de la porte à la place d'un baril qu'on appelle à Serré, qui est de couleur jaune, de magnifiques maisons de maîtres. Ça, c'est la maison des compagnons. Mais il est parent avec eux.
sa grand-mère est une compagnon, puis il va être marié de ses fils avec une fille compagnon. Les choses ne sont pas faites au hasard. Et puis, ce qui va être intéressant dans ça, c'est qu'il va être en relation avec les clercs pendant la peste. Et ça va être un des intérêts de ce manuel notarial, c'est qu'il y a un cahier spécifique où il y a 30 testaments de pestiférés. Ce qui va nous apprendre beaucoup de la vie des pestiférés. Alors, principalement, on y apprend la vie municipale du boulot. Comment se passe toute l'activité municipale du boulot. Aujourd'hui, vous avez des registres de délibération. Il y en a aussi dans certains endroits à l'époque. Là-bas, si on veut savoir comment fonctionnait la mairie du boulot ou l'administration du boulot, on pourrait le trouver pour d'autres endroits, chez d'autres notaires. Là, on le trouve. Et alors, il explique comment ce qu'on appelle le conseil général, le conseil municipal, il est convoqué, convocat, congregat, il presse une sorte de campagne avec préalablement le son de la cloche, il perd le corridor et l'appel du crieur. Et alors, il a coutume, il a l'habitude de se réunir dans l'archive de la ville. Alors, c'est quoi l'archive, les archives de la ville? J'ai pu déterminer que c'était une pièce à l'intérieur, ce que je suppose de la sacristie de l'église. On est vraiment au cœur du boulot. Il explique comment ont lieu les élections. Tous les ans, on vote par insaculation la vingtaine de personnes qui constituent le conseil général, c'est-à-dire le conseil municipal. L'insaculation a lieu dans un sac comme ça, dans lequel on met des billes dans lesquelles on insère des morceaux de papier avec des noms. Sachant qu'on a 3 consuls, un clavary, celui qui garde les clés de la ville, mais aussi les clés de la bourse. Un Moussassaf, celui qui est un peu garant de l'autorité, de l'ordre public. 2 souliers de compte, c'est-à-dire des contrôleurs des comptes. 3 les sobles cousins, on va traduire mal, très mal, par des surposés. Ce sont des gens qui sont chargés de la police dans les champs, si vous voulez, sur l'extérieur de la ville, sur le territoire du boulot. Et puis, 10 conseillers, 4 qui sont... On a le brasse major, le brasse second et le brasse tertiaire. Vous savez, il y a eu une information il n'y a pas longtemps, sur la façade de la mairie de Perpignan, vous avez des bras qui sortent. Vous avez vu, quand vous êtes au-dessus de la grille d'entrée de la mairie de Perpignan, vous avez des bras. Ce sont les 3 catégories de population qui, en fonction de leurs revenus, sont classées dans des bourses pour pouvoir être élus. Autrement dit, le plus riche, le moins riche et le moins riche. Je signale d'ailleurs que le notaire est classé dans la 3e catégorie. Comme quoi, c'est pas génial d'être notaire. Il faut beaucoup de volume. Et on trouve plein de choses. Alors, on ne peut pas cumuler. Il y avait quelque chose de bien. On était élu pour 1 an. Mais celui qui avait été premier consul, sort le cousin dans les 53. On a toujours les mêmes 30 personnes, 40 personnes. Ça n'a pas changé. On est toujours un système d'oligarchie. C'est toujours ceux qui ont le pouvoir qui se le conserver pour eux. Et on a très peu d'entrisme. On fait ça entre nous, on fait ça entre familles. Ça vaut partout, dans tous ces systèmes consulaires. Alors on ne peut pas être la même chose sur 2 ans, mais on peut revenir à la 3e année. Si j'ai été 3e consul en 1752, je peux être consul de nouveau, mais en 1754, 2 ans après. Et là, en plus, comme on a plusieurs années, j'ai pu le voir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toute l'activité liée à tout ce dont est responsable la municipalité, quelque part, les baux municipaux, ce qu'on appelle les arrendaments, qui se donnent par enchère. On fait une table, c'est-à-dire une annonce dans laquelle on dit on met aux enchères le four pour 1 an, 2 ans, 3 ans. L'enchère qu'on appelle l'encan, on va donner au plus offrant, ça comme d'habitude, mais on a tout un contrat extrêmement précis qu'on retrouve. Celui du four, il doit être précisé comment il va faire fonctionner le four, s'il a des capacités pour faire fonctionner le four, quel nombre de bois il va emmener, s'il n'y a pas de bois, s'il y a la guerre, s'il y a des inondations. Tout est extrêmement détaillé et c'est extrêmement intéressant. Et on se rend compte finalement qu'il y a peu de gens qui se présentent pour bailler ce genre de choses, qui sont soit le four à pain, soit le magasin où on vend le pain, qui est la flèque. Mais on vend aussi le commerce du tabac, le commerce de l'eau de vie, le commerce de la boucherie, le commerce de la taverne. Celui qui est hôtelier, c'est un fonctionnaire municipal. En fait, c'est pas un fonctionnaire municipal, il est employé municipal pour 1 an. Alors bien entendu, il peut regagner, mais le fait qu'il doive reporter, s'il veut faire perdurer son activité,
l'année suivante, s'il ne veut pas se le faire piquer par quelqu'un d'autre, son emploi, ben, quelque part, il doit surenchérir un peu par rapport à ce qu'il disait. On a enfin, dans cette vie municipale, qui est la personnalité du bailli. Le bailli qu'il ne faut pas traduire par le maire. Aujourd'hui, on dit le maire, c'est le bailli. Non, non, non. Un maire qui est une personnalité élue, qui est une personne élue en 2022, il ne peut pas être celui qui est le représentant désigné du Seigneur. C'est une mauvaise traduction qu'on fait aujourd'hui pour parler du maire. À cette époque, on est le bailli, on est le bailli royal, on est le représentant de celui qui est le Seigneur ici. Le Boulou étant une ville royale, alors que Céré ne l'est pas, Céré appartient à une famille noble, il est nommé, tout d'abord on le trouve nommé par Philippe IV, puis on le trouve nommé par Louis XIV. Il est nommé pour 3 ans, alors que bien souvent, dans beaucoup de petits villages, on est bailli dans la même famille et on se le transmet tous les 10 ans, on se le transmet quasiment de père en fils. Là, c'est pas pareil. Alors là, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'activité du bail, qui est, si vous voulez, le premier degré de la justice. Alors là, vous avez tous les problèmes de la quotidienneté que sont les agressions, les insultes, les vols, les assassinats, les coups, les blessures, les problèmes de voisinage. Il se passe tout ça au boulot, à ces enseignants. Oui, il se passe tout ça. Tout. Alors je ne peux pas vous les lire parce qu'il y en aurait pour longtemps, et là ça commence à durer maintenant mon intervention. Et on voit tous les jugements, les emprisonnements, les condamnations. On découvre surtout que l'insécurité est omniprésente dans cette société et dans cette vie aux alentours de ces 50 où la guerre est permanente. J'ai trouvé qu'à ce moment-là, finalement, on n'a pas de recensement. Mais j'ai trouvé sur ces 5 années 441 personnes au boulot. 441 personnes qui rentrent dans des actes qui sont cités. C'est beaucoup. Parce que, généralement, ce n'est qu'un membre de la famille. Je n'ai pas d'enfants, sachant qu'on fait des enfants à tir-larigot. Mais que beaucoup meurent. Que parfois les épouses sont... Donc j'ai fait toute une série de calculs statistiques, je ne suis pas maths, qui m'a permis de déterminer une population de la ville à cette époque-là qui serait autour de 800 habitants, 850 habitants, ce qui est à la fois beaucoup pour l'époque et peu pour aujourd'hui. Sachant qu'un siècle plus tard, il n'y a que 900 habitants au boulot. Et qu'un siècle plus tôt, parce qu'on a des recensements par foyer, on se retrouverait à 500 habitants. Donc, malgré la difficulté du temps, il y a quand même du monde au boulot. Alors, tous ces actes notariés nous décrivent toute la société, le nombre d'artisans, le type d'artisans, les catégories sociales supérieures. Alors, Pamplemousse, même les plus pauvres sont présents. Aujourd'hui, souvent on se dit, les catégories sociales inférieures apparaissent peu dans l'histoire. Et souvent, les historiens ont l'habitude de dire, on ne voit pas les gens qui sont en train de mendier dans la rue, les gens qui n'ont pas de ressources. Ils échappent quelque part au canal de l'histoire et aux caméras. Au XXe siècle ou au XXIe siècle, peut-être pas tant, mais à cette époque-là, on ne les voit pas. Dans les actes notariés, on les voit. On voit des problèmes qui ont lieu dans la rue, on voit des problèmes qui ont lieu avec des gens de passage, on voit des problèmes avec des populations mobiles. Celui qui est même dans la rue en train de mendier, et il y en a beaucoup, il est présent là-dedans, parce qu'il y a toujours un problème qui se crée. Et donc on le retrouve présent. On a une vision parfaite à travers tous les actes que sont les contrats de mariage, que sont les successions, que sont les dotations, que sont les testaments, de tout ce qui est le système familial. En lisant ça, on peut savoir comment fonctionne la famille, comment on transmet son héritage, comment on fabrique des aléos, des héritiers, ou des pouilles, des héritiers filles. Et bien entendu, je vous disais que j'en parlerai plus en avant, on se retrouve avec une vision extrêmement claire de ce qu'étaient les migrants. Et les migrants, chez nous, c'est les gavachos, c'est les immigrants français. À l'époque, ça c'est mon sujet de thèse il y a une vingtaine d'années, mais j'en ai toujours parlé, on se retrouve avec des migrants qui viennent du grand sud du Royaume de France, souvent je les qualifie d'occitans, qui viennent en Catalogne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une transfusion sanguine nécessaire par un manque de bras en Catalogne à cause de sa situation démographique. Alors qu'il y a beaucoup de lieux, du Haut-Languedoc en particulier, du Languedoc frontalier avec nous et de la Gascogne, qui ont été moins touchés par certains événements démographiques et qui vont, il y a du boulot, on y va, qui vont nous amener des populations ici. Alors celui qui est le migrant, c'est pas le Marocain à l'époque,
C'est le type de Carcassonne, de Saint-Gaudens, de Tarbes, d'Albi, de Cahors qui vient ici, qui crée les chemins de migration, qui fait venir ses frères, ses sœurs, sa famille et il s'installe ici. Je pense même qu'une fois à Bagnols, j'avais fait une intervention justement sur cette immigration aussi. Alors il y a un lieu, ouais, je le marque là, il y a un lieu, le Mas de la Paille, où ils se font attaquer en plus. Alors là, il y a des trucs sur les agressions qui vont être dénoncés chez le bail, et le notaire vient tout noter. On a même des dialogues, c'est super parce qu'on sait comment les gens parlaient. Au Mas de la Paille, le Mas de la Paille, si vous connaissez la route d'Espagne avant d'arriver du Boulou, vous imaginez le pont du TGV qui traverse le Boulou à la hauteur de Midouleras. Midouleras, je ne l'ai pas dit, ce sera une seigneurie qui sera achetée par la famille Villard. Et encore aujourd'hui, il y a le Mas Villard, le Mas d'un Villard, qui est à côté de Midouleras. C'est cette famille-là. Avant le pont du TGV, vous reculez un peu, vous avez un grand tournant qui vous amène à un endroit, bon, avant Louliou. Vous savez, Louliou, c'est le rond-point. Comment je vous expliquerai ça? Donc là, si vous voulez, avant le Boulou, après le passage là. Ouais, non, vous voyez Louliou, le rond-point vous envoie au Abadioul, ou à Tresserre. Donc vous continuez la route d'Espagne, ça descend dans des creux. On passe là. Et en réalité, le chemin royal, il montait en face. Et c'est là en face, il y a encore 2 ou 3 masses là. Alors, on est sur le territoire de Tresserra. Et c'est là qu'avaient lieu de nombreuses attaques de gens qui étaient sur le chemin royal de Barcelone, de Perpignan à Barcelone. Et là, j'ai quelques immigrants qui se font détrousser. J'en ai même une paire à un moment donné qui disait qu'ils viennent de Fitou, qui sont passés là, qu'à l'origine, ils venaient d'un village qui s'appelle Connes, à côté de Béziers, et qui se sont fait détrousser une fois au Mas de la Paille, si vous le trouverez sur une carte de Mas de la Paille, et en arrivant au Boulou, ils se sont fait détrousser une seconde fois. Ils devaient être à poil à la fin, c'est pas possible, il y avait des trucs, ils n'avaient plus rien parce qu'ils décrivent que la première fois, il ne leur reste rien. Alors ils sont tellement dans la panade qu'ils vont se plaindre, pour dire écoutez, aidez-nous, faites quelque chose. C'est quand même assez extraordinaire pour ça. Bien entendu, je ne vais pas m'étendre sur la situation de la guerre. La guerre est omniprésente dans ces registres notariaux. On vit de manière permanente à travers ces lectures qui sont extrêmement, on va dire, administratives, elles peuvent être considérées comme administratives. On voit cette situation de ruine, de destruction. On a plein de détails. Et puis on voit que on paye les soldats du Boulou qui vont faire la guerre. On trouve, bien entendu, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a la guerre à 2000 km, le prix de l'essence monte. Pareil, à l'époque il y a la guerre, on ne s'en pas à 2000 km, parce que le monde n'est pas globalisé. Et le prix du blé monte. C'est ce dont on a besoin, c'est le produit de première nécessité, le blé pour faire du pain. On mange essentiellement du pain. Je ne vous en ai pas parlé, mais il parle de tout ce qu'ils mangent, des moudjettes, des carchofs, des artichauts, de tout. Hein. On voit d'ailleurs les produits d'Amérique qui commencent à arriver en bonne quantité. On les voit arriver ici, puisqu'ils sont là depuis 7 ans. Tous les produits qui sont de couleur. Vous savez que si vous pensez que la pizza est un produit méditerranéen, non, c'est un produit américain, parce que c'est tous les produits venus du monde. Plus le fruit est rouge ou jaune, plus le légume est fruit, moins il est originaire d'Europe, plus il est originaire d'Amérique. C'est vrai que la pizza, on pense aux Italiens, ouais, parce que les Italiens ont pris les produits espagnols et qu'ils ont fait des pizzas, mais c'est comme ça. On voit aussi le passage des troupes, et alors comme je vous disais tout à l'heure, quand on voit passer des troupes, ils parlent des soldats. De qui ils sont? C'est pas, c'est des soldats. Et en particulier, on décrit, et ça c'est un truc qu'on ne connaissait pas, que le Boulou a été pillé le 14 janvier 1753. Pourquoi? Parce qu'on a une liste de tous les déclarants, de ce qu'on leur a pris et de ce qu'on leur a volé. Ce qui nous donne en plus une idée de la population du Boulou, qui m'a permis de comparer, si vous voulez, les chiffres que j'avais moi, les chiffres qui avaient été publiés par la même époque, et la présence de la liste de la population. Alors c'est sympa aussi, on a des assassinats, on a des testaments de soldats qui disent je m'en vais à la guerre, je n'ai de pas ça, qui va jusqu'au Boulou et qui disent je règle ma succession avant de partir, je ne peux pas vous le lire là. Et on en trouve très peu, j'en avais trouvé très peu, pourtant ça fait quand même quelques années que je travaille là-dessus. Et pourtant la vie continue. On voit que les échanges ne s'arrêtent pas parce qu'on est sur un axe commercial. On peut étudier facilement la fluctuation des prix et des salaires, uniquement avec un livre notarial comme ça. Parce qu'en plus, il court sur plusieurs années. On voit des monnaies qui sont à la fois rares et extrêmement diverses. J'ai même trouvé de l'argent venant du Mexique. On parle de reals de Mexique. Et les gars me disent pourquoi? Pourquoi il vient du Mexique? Ben oui,
on est dans un monde globalisé, mais de l'Empire hispanique. Donc forcément, on a de l'argent qui peut passer du Mexique, comme on traite des choses, alors que nous ne sommes pas encore dans le royaume de France, avec de l'argent qui peut venir de France. On n'a pas une monnaie unique, forcément, on s'échange avec toutes sortes de monnaies. On peut étudier le marché du travail, le trafic du fer, des armes blanches, des armes à feu, tout, on trouve tout ça. On trouve tout ça. Comme quoi le confinement, hein, oui, m'a apporté toutes les possibilités incroyables. Et je vous ai mis là, c'est la photo en réalité, ça. Ce qu'on trouve. Ah, chaque fois je me trompe. Ça, cette plante qu'on appelle en français la corroyère, qui est une plante pour fabriquer des tanins, et que l'on trouve ramassée au boulot. On l'appelle en catalan un rodo, qui a donné d'ailleurs le nom de famille Rodor, Rodorel, un rodo ou rodo, qui est un tanin qui est extrêmement recherché et que l'on trouve à des prix extraordinaires et qui servent même en cas de manque de monnaie métallique comme moyen de paiement. Et on sait que ces gens-là paient des taxes sur ce rodo. Moi j'ai découvert ça, je vous le dis franchement, même si j'en ai vu dans la campagne en me promenant, mais je ne savais pas du tout ce que c'était, ni en français ni en catalan d'ailleurs. Alors que Rodorel, j'avais entendu le nom, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Voilà, on trouve de tout. Oui, voilà, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Et donc on trouve ça. Et puis on trouve tous les outils de travail de la quotidienneté, on voit la richesse. Grâce en particulier à la richesse des inventaires de biens, on trouve la vaisselle, on trouve les bijoux, on trouve le textile, on trouve la viande. Donc, vous voyez, chaque fois, j'ajoute un élément et je finis par reconstituer le puzzle, si vous voulez, de la société et de la vie quotidienne. Alors, je vous dis combien vous avez de temps à pâtir encore. Il vous en reste 2. Avant d'aller souper. Gli anni usati 1652, 1653, 1654 è stata la peste nella ville de Sareb. Ma peste qui commence à Barcelone en 1651 finit par être portée par les soldats qui refluent deuxième bataille de Montjuïc que je vous ai évoqué avant, en 1651, refluant vers le nord et vers le Roussillon, finissent par porter la peste en Roussillon. Et donc à serrer dans ce registre. Alors là, on est dans un registre qui est à part. C'est des cahiers qui ont été agrafés quelque part dans le manuel notarial de cette époque-là. Qui d'ailleurs, ça pour moi c'est une découverte, mais pas la peste serrée. Moi, les gens qui sont intéressés, il y a un excellent livre par un historien de Céret du début du XXe siècle qui s'appelle Michel Arriveau, qui a été secrétaire de mairie de la ville de Céret. Je crois d'ailleurs qu'il y a une rue à Céret qui s'appelle Michel Arriveau, qui a extrêmement bien décrit à travers les archives cérétanes municipales riches la peste à Céret. Et j'ai pu, grâce à ces travaux, reconstituer avec les éléments que j'avais dans les 30 testaments de pestiférés, la vie à Céret, si vous voulez, la vie de ces pestiférés. Je me retrouve avec des testaments qui vont de 1653 à 1653, quelque part, c'est 6 mois, c'est pas beaucoup, mais on sait qu'au moins, là c'est l'apogée du nombre de pestiférés. On se retrouve avec des testaments qui sont rédigés par des clercs en substitution de notaire. Le notaire, lui, il ne se déplace pas. Pourquoi on envoie les curés? Parce que les curés, en même temps de faire le testament, ils leur font l'extrémention et merci, au revoir. Il y en a 2 qui ont survécu. Je suis content parce qu'il y a une ancêtre directe de ma femme. Elle s'appelle Elisabeth. Pas ma femme, mais Marie Elisabeth qui est là. Je dis, mais si cette femme a survécu, puisque c'est ton ancêtre, c'est qu'elle a survécu. Alors je me suis mis à la chercher dans les registres paroissiaux et effectivement elle n'est pas morte. Donc on survivait aussi la peine. Donc parmi ces 30, il y a quand même au moins une survivante. Alors la peste, c'est le mal du Moyen-Âge et le mal de l'époque moderne. Elle affecte toutes les couches sociales. Alors, oui, elle touche davantage les plus pauvres que les plus riches, parce que les plus riches, ils ont le temps de fuir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des résidences secondaires. Pas ils ont des résidences secondaires, mais ils ne vont pas sur l'île de Ré, ils ne vont pas comme en temps de Covid les Parisiens, c'est ce que je veux dire, mais je veux dire tout simplement le fait qu'il y a une possibilité de fuir, de se réfugier à un endroit non infesté, non infecté, si on vous ouvre les portes, mais on vous ouvre les portes en sortant le carnet de chèques,
toujours, la corruption marche toujours en tout temps. Et la fuite est le meilleur des remèdes. Le petit paysan, l'immense majorité de nos ancêtres, ils ne bougent pas. S'ils sont affectés, on va les mettre en dehors du village, dans des quarantaines. C'est la première fois de ma vie que je vois ici, j'en avais eu trouvé, là c'est parce que ça a été vraiment le hasard et le fruit de cette recherche, je trouve la constitution d'un nombre impressionnant de petits baraquements à l'extérieur de Céré. Notamment sur la partie, avant que vous passiez le pont du Diable, avant d'entrer de Céré, on passe le pont pour aller sur la ville. Ensuite sur la route de Mauriac, vers le lieu qui serait les Bourguères aujourd'hui. Et puis surtout sur la route, sur la rive gauche du Tech en direction de Homs et de Yoro. Et dans la partie qui serait les confins de Reine. Alors on trouve des gens qui sont dans des barracas, casots, casouettes, ils portent des noms comme ça, qui sont très difficiles à déterminer parce que le nom s'est perdu. Mais moi j'ai pu quand même en déterminer quelque peu certains endroits. On trouve des batailles pour les enterrements, parce que les gens ne veulent pas enterrer les morts, parce qu'ils finissent par comprendre que s'ils touchent les cadavres, ils vont mourir. Ils vont se retrouver avec des bubons gros comme ça ici ou à l'Inde. C'est un ganglionnaire, c'est des bubons, c'est du pu, c'est horrible quoi, la peste. Vous tapez sur Google peste, image. Vous souffrez mal, hein. Là, ça sera un truc. Et alors, on se rend compte que ce qui était, là vous pourrez le voir par contre, ce qui était le cimetière de Céré, autrement dit, là devant l'église aujourd'hui, quand vous allez à l'église de Céré, vous avez, et en réalité vous aviez derrière aussi, là. Ça c'était le cimetière. Vous imaginez que si vous enterrez les cadavres là, vous allez attraper la maladie. Donc on commence à penser, c'est dans tous les problèmes qu'on trouve des solutions et donc on fait avancer les choses, qu'il serait bienvenu d'enterrer les gens à l'extérieur. Donc on commence à penser la vie différemment. On va créer la fonction de bail del morbo, c'est-à-dire celui qui est le bail, l'autorité judiciaire de base représentant le Seigneur, dans le morbo, de la contagion, de la maladie. Et je mets, par exemple, il y a le boulot exemplaire que fait un dénommé Anthony Albitre. Il y a encore des albitres à Céré, c'est un clin d'œil à la famille. Mais on trouve des trafics avec les médecins, il y a des qui sont médecins, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas, que les payes qu'ils trouvent au bout de 15 jours, elles sont toutes passées à boire des coups dans la taverne. Parce que malgré tout ça, il n'y a pas de confinement. On ne sait pas ce que c'est le confinement. On a fait des progrès, nous. Vous êtes d'accord, hein. Mais, alors il y en a un qui s'appelle Barthomeo Benazet, là, celui-là il passe toute sa paye à la taverne de C. Mais on va quand même compter autour de 500 morts, ce qui est énorme pour une ville de Syrie. On pense qu'il doit y avoir entre un tiers et 40%, entre 30 et 40% de la population de Syrie qui meurt. Il doit y avoir 1500 habitants en Syrie à cette époque-là. C'est quand même petit, on a des démographies qui sont basses, et plus de centaines, décidément je ne m'y fais pas, une centaine dans les villages alentours, à Reynès, dans les Masses, à Saint-Jean, ce genre d'endroit. Le fait est que, vous l'avez sur votre droite ici, le 11 octobre, la peste, le 10 novembre, la peste est déclarée terminée, mais le 11 octobre, on avait déclaré que San Ferriol deviendrait le deuxième patron de Céré, après Saint-Pierre, et que l'on organiserait autour de l'Ermitage qui existait déjà dans cette période, toute une série de processions, et c'est devenu quelque part le saint préféré des Céritains à cause de cette peste. C'est à cause de cette peste. Et par contre, je n'ai pas pu étudier la peste de Céré dans les registres paroissiaux de Céré pour faire une comparaison avec d'autres archives, si vous voulez, par rapport à ce que je trouvais chez le notaire. Parce que les registres manquent. Et les parties de registres qui sont encore parvenues jusqu'à nous sont illisibles. C'est vraiment illisible. Je me suis payé beaucoup de trucs extrêmement illisibles, mais là, c'est vraiment illisible. Par contre, je l'ai étudié à Mauriac. Et à Mauriac, on trouve même la mention par le curé du premier qui a amené la peste. Vous savez, le malade zéro, l'infecté zéro. Et donc, en 1er de juin 1652, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps, mourit en l'hôpital, ce qui veut dire aussi qu'il y avait un hôpital à Mauriac. Alors, un hôpital à Mauriac, c'est une maison où on avait mis des lits. Hein.
Ça, c'est comme quand je parle des premières universités. Il y a une pièce dans une maison et il y a des étudiants. Ça, c'est une université. Un pauvre soldat français. Allez, un soldat est toujours un français. Ah, les français, ils ont tout le temps à l'époque. Castavarroses, qui venait en tout cas d'une bataille, d'un endroit ou d'un siège ou de la forteresse de Rose. Et ils l'ont amené malade depuis la Jonquère, et il est enterré dans le cimetière de Mauriac. Et là, on a toute la relation, par contre, à Mauriac, où le curé note, il y a un mort de la peste, il y a un mort normal, il y a un mort de la peste, normal, mort de la peste, trucidé, parce qu'il y en a aussi qui sont assassinés, etc., etc. On trouve quand même 80 décès. On n'est pas à 500, mais serré, Mauriac n'est pas serré. Et puis, bien entendu, je vous promets que c'est la dernière. Toute cette étude m'a permis de faire un travail sur la langue catalane telle qu'elle était parlée dans les années 1650. Là, vous avez par contre, c'est la seule, je termine par là, vous avez le type d'acte qu'il y a dans le registre. Alors, ne vous méprenez pas, vous allez me dire, mais tu arrives à lire ça. Mais oui, quand ça fait 30 ans, il n'y a pas de... Moi, je dis toujours à mes copains, j'ai un copain qui est biologiste, lui, ou chimiste, et il connaît la table des élémentaires des éléments, sans savoir, moi je sais ça, alors que je ne connais rien à la table des éléments. Donc, ça, avec le temps, on arrive à lire là. On arrive per quan ninguna persona encarna humana posada, etc. Perso, Jo, Pere, Matali, Pagès de Tilloc, de Saint-Joan. On arrive, c'est une pratique, rassurez-vous. Les gars qui ont découvert les hiéroglyphes, ils ont commencé comme ça. Alors, ça me permet en tout cas de voir que la langue, bien entendu, elle est un produit du formalisme notarial. Il y a un formulaire et on applique. Mais il y a quand même beaucoup de variations en latin et en catalan. Et alors, ce qui est intéressant dans ce registre, c'est qu'il y a 3 personnes qui interviennent. Et il y en a une, je vous ai cité Villard, écrit, le notaire écrit, son greffier, on va dire Puig, et il y en a un 3e qui s'appelle Jérôme Savoyen, qui est un paysan du Boulou, un cacique du Boulou, qui au début est celui qui prend les actes pour lui. Et lui, il est au premier degré d'écriture. Autrement dit, quelque part, il écrit comme il parle. Et donc, ça me donne, y compris, beaucoup de renseignements sur la manière dont il parlait le catalan, dont on prononçait le catalan. Ça veut dire qu'on a quand même l'accent du Roussillonnais, l'accent du Nord. Il marque Faya Kalou. Il ne mettait pas Calor, il mettait Kalou, avec un U. Donc, ce qui veut dire que déjà, à travers l'écrit, je peux retrouver l'oral. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est pas forcément du Roussillonnais comme pouvaient le parler mes grands-parents ou mes arrière-parents, mais on a quand même cette tendance à voir des manières de parler qui sont locales. Alors, on a une langue encore empreinte de beaucoup de mots médiévaux, et on a des mots qu'aujourd'hui on ne pourrait pas comprendre, comme dans toutes les langues, en français, en anglais, en allemand, en italien, peu importe. On note bien entendu quelques barbarismes, qui sont des mots venant d'autres langues étrangères, principalement de l'espagnol, du castillan. Mais on trouve aussi de l'occitan et du français. On a des mots spécifiques. Comment ça ? Un des premiers mots que je vois rentrer à l'époque, c'est la serviette. On pourrait dire toubaille ou toubaille. Non, la serviette, c'est la petite serviette qui est produite uniquement en France et qu'on connaît uniquement en France. Même si certains disent que ça pourrait venir porté par les Italiens au XVe siècle. Alors qu'on a une relation directe avec l'Italie, on pourrait avoir un mot qui nous vient de l'italien, or il nous vient par le français. C'est comme ça. Donc, quand ils font des inventaires de biens, ils disent quatre serviettes. Bon, ma grand-mère aussi disait serviettes. Elle ne disait plus toubaillos ou toubaillos. Là, on dit encore toubaillos, toubaillos. Et bien entendu, un dialecte qu'on peut voir, qu'on peut observer, parce que je vous dis, on trouve parfois même des dialogues. Et j'ai même trouvé 14 mots inconnus. Alors, j'ai interrogé mes copains de l'Institut des Suisses catalans, les vieux dictionnaires, il y a des mots qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a des mots pour lesquels, par exemple, j'ai trouvé que quand on écrivait la première, je l'ai expliqué il y a quelques jours déjà dans une autre conférence, la première fois où on fait le labour dans un champ, le premier labour, il l'appelle Al Pruches, P-R-O-X-E-S.
Alpuches. On a fouillé tous les dictionnaires du XVIIe, du XVIe, médiévaux, les dictionnaires de latin, voyons s'il n'y avait pas le latin. Pas trouvé. J'ai trouvé Algul, qui est un morceau de tissu. Bon, forcément, ces petits mots extrêmement techniques se perdent avec le temps puisqu'on n'en a plus ni la fabrication ni l'utilisation. Donc forcément, on perd. Et même les dictionnaires, pour peu qu'ils ne les aient pas copiés, bon, eh ça sort. Alors, ça donne du boulot aussi à des philologues, ça donne du boulot à plein de gens. Bon, maintenant, ça fait presque 1h50 que je vous parle. Je termine, je vous remercie de m'avoir écouté. Je l'ai fait un peu long, en plus je suis arrivé, hop, j'ai commencé, c'était certainement ce qui m'a donné l'entrée de vous expliquer tout ça. Je vous remercie.